Bonjour, bienvenue à tous pour cet événement intitulé Manager la diversité, sensibiliser les équipes au handicap. Alors, ceux qui nous suivent régulièrement lors des webinaires ont l'habitude de nous voir connectés avec un nombre encore plus important de participants, bien que celui-ci soit en train de monter, 62 personnes, on attend à peu près 200 personnes. Cet événement aujourd'hui est réservé aux participants néo-aquitains. Alors, pour ouvrir ce comité des employeurs publics, nous allons prendre quelques minutes pour poser le cadre politique, institutionnel et régional surtout. Nous sommes à la recherche de Laurence Dartour qui était avec nous il y a quelques minutes et qui vient de disparaître. Elle est directrice de la plateforme RH d'Usgar et elle est membre du comité local du FIPHFP en Nouvelle-Aquitaine. Et puis Fabrice Gers, que vous voyez en médaillon, qui est directeur territorial au handicap du FIP, sur d'autres régions que celle de Nouvelle-Aquitaine, mais qui a la gentillesse de faire l'intérim de Caroline Dekerle, qui est partie vers d'autres horizons, notamment à la capitale, et en attendant que Florence Guéry prenne ses fonctions en janvier. Alors, je ne sais si nous avons récupéré Laurence Dartour. Je laisse faire l'équipe pour essayer de la remettre sur scène. Peut-être que sans attendre, nous pourrions commencer avec vous, Fabrice, puisque visiblement Laurence n'apparaît pas jusqu'à présent. Oui. Oui, merci Jérôme. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'assure l'intérim pour encore quelques semaines en attendant l'arrivée de Madame Florence Guéry, qui remplacera Caroline. Et donc, du coup, c'était avec grande joie en fait que j'ai accepté aussi de participer à ce webinaire, puisque sur le thème du management de la diversité, il y a pas mal de questions intéressantes en fait qui sont transversales en fait à l'accueil de personnes en situation de handicap, et puis ensuite du coup à leur bonne intégration dans les activités. Et du coup, c'est vrai que cette thématique, c'est celle qu'on retrouve souvent en fait quand on échange avec les employeurs, justement sur le fait qu'il y a plutôt une volonté de pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, mais toujours se posera effectivement la question de l'équipe de travail, du collectif, et forcément qui est un peu à la croisée des chemins, le management. Et donc, moi, ma vision personnelle, c'est que comme d'autres thématiques qu'on rencontre sur des politiques handicap, ça interroge en fait plus largement en fait les pratiques, les façons dont on travaille. Et forcément, le management, en fait, pour moi, manager, c'est un peu, voilà, c'est une science un peu compliquée. Le management, ça s'apprend et le management, ça s'acquiert. Et donc, du coup, au travers du management d'une personne en situation de handicap, eh bien, en fait, on va réinterroger en fait nos pratiques de management. On va réinterroger la manière dont on accueille une personne en général. Et donc, du coup, c'est aussi pour moi un levier en fait de réflexion et d'amélioration de nos modes de fonctionnement, que ce soit d'ailleurs dans la fonction publique que dans le secteur plus général de l'entreprise. Voilà. Alors, je crois que Madame Tartour voilà, Laurence est revenue, donc je lui cède bien volontiers la parole. Merci Laurence d'avoir su rétablir la connexion Internet. Voilà, quelques mots d'accueil au titre du rôle de l'État, de la préfecture et surtout de votre implication au sein du Handipact et du FIP. Merci, bonjour. Vous m'entendez bien? Désolée pour cette coupure qui venait de chez nous a priori. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'organiser ce comité dans ce nouveau format. Bien entendu, je vous prie d'excuser l'absence de Madame la préfète et de Monsieur Amoussou Adeblé, secrétaire général aux affaires régionales, qui m'ont demandé d'introduire en leur nom cette réunion du comité consultatif des employeurs publics du pacte territorial pour l'emploi des personnes handicapées en région Nouvelle-Aquitaine. Réunion, donc je le disais, sous un format un peu particulier, mais je note néanmoins que cette réunion peut se tenir et cela prouve encore une fois qu'avec notre engagement et la volonté de poursuivre nos missions, on arrive à se dépasser, à faire preuve de créativité et je vois au nombre de connexions que nous sommes nombreux à être au rendez-vous ce matin. Donc, je fais vraiment le constat que nous sommes tous très inventifs et agiles face à cette crise sanitaire qui nous touche tous. Donc, un grand merci pour votre participation en nombre ce matin.
et elle démontre d'une certaine manière l'intérêt de notre région pour le sujet de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans les 3 versants de la fonction publique. Et quelque part, je n'en doutais pas, puisque finalement cette mobilisation en nombre s'inscrit dans la continuité de notre mobilisation en Nouvelle-Aquitaine. On est la première région de France au cours des dernières années en nombre de conventions passées entre les employeurs publics et le FIP. Donc, je pense que tout cela n'est donc pas un hasard. J'en profite pour saluer le travail qu'a mené en ce sens Caroline Descarlet, qui a, comme certains le savent déjà, a été appelée à d'autres fonctions auprès de la secrétaire d'État. Donc, je ne doute pas qu'elle continue de mener ce travail à bien, à plus haut niveau encore. Donc, j'en suis ravie pour elle et pour la cause qu'elle défend avec beaucoup de conviction. Je remercie aussi très chaleureusement Monsieur Goertz qui a pris le relais un peu au pied levé. Tout ça s'est passé durant l'été, voilà, avec dans la précipitation, si je puis dire. Donc un grand merci à lui. Il est directeur territorial donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans des régions voisines, mais le webinaire nous réunit aujourd'hui. Donc finalement il n'y a plus vraiment de barrières, de frontières administratives désormais. Je souhaiterais également souligner le travail d'animation et de développement des politiques en faveur des personnes en situation de handicap que mène ADO Conseil, et plus particulièrement, je tiens à remercier encore une fois Jérôme Ozon et Mine Simondé qui ne ménagent pas leurs efforts pour que l'animation en Nouvelle-Aquitaine soit de qualité. Donc, un grand merci à vous également. Donc, quelques mots très rapidement pour rappeler que aujourd'hui, et c'est inscrit dans la loi, le secteur public comme les entreprises privées a l'obligation, lorsqu'il emploie moins de 20 salariés, d'employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion de 6%. Et les chiffres que l'on a sont toujours perfectibles, mais sont malgré tout très encourageants, puisque en Nouvelle-Aquitaine, dans les 3 versants confondus, on dépasse cet objectif. On est à 6,24%, lorsqu'on a un taux national à 5,60%. Donc, je note ici notre mobilisation en Nouvelle-Aquitaine et je m'en félicite. L'État peut encore s'améliorer, puisque il est à 4,23%. Donc, l'État que je représente un peu ici doit encore poursuivre ses efforts. Et je note que la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale sont bien devant. Donc, je pense qu'on a encore tous des marges de manœuvre et des marges de progression importantes. Donc la loi du 6 août dernier, du 6 août 2019, sur la transformation de la fonction publique est venue apporter plusieurs modifications et des progrès notables que je souhaitais souligner. Tout d'abord, la création d'un référent handicap dans toutes les administrations, avec pour mission d'accompagner les agents concernés tout au long de leur carrière. Il y a l'obligation renforcée également des employeurs qui doivent prendre des mesures pour développer le parcours professionnel et permettre aux agents en situation de handicap d'accéder à des postes de responsabilité. Et aujourd'hui, la thématique choisie finalement prend tout son sens par rapport à ces nouvelles dispositions, puisque on comprend que manager la diversité s'inscrit bien dans la continuité de ces avancées sur un plan législatif ou réglementaire. Je me permets de le rappeler, le gouvernement a fait du handicap une priorité du quinquennat et met en œuvre une politique pour vraiment améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, faciliter leur autonomie et développer leur inclusion.
On a eu l'occasion de le voir très récemment, la scolarisation des enfants avec la création des 11 000 postes d'accompagnants supplémentaires est également un progrès qui était très attendu du côté des familles et des enfants concernés. Et donc, c'est vraiment par ces mesures-là et au plus jeune âge qu'on arrivera à faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais ces situations ne concernent pas que les enfants, ça concerne aussi tous les Français et la situation de handicap peut être rencontrée même tardivement. On le note, un actif sur deux connaîtra le handicap au cours de sa vie professionnelle, un handicap réversible ou non, et la conséquence ou non d'un accident du travail. Donc on est tous concernés et on peut tous l'être, nous, nos proches. Donc il est important de rappeler que ce sujet doit être pris à bras-le-corps par chacun et chacune. Autre progrès notable qui a été introduit récemment, c'est la mise en place d'un dispositif de détachement et d'intégration directe pour la promotion interne des fonctionnaires en situation de handicap. C'est un dispositif qui est expérimental, donc jusqu'en 2025, mais je ne doute pas que au moment du bilan, on pourra encore franchir une nouvelle étape pour avancer toujours plus loin dans la promotion des personnes en situation de handicap. Et puis, autre progrès matériel, mais qui n'est pas neutre puisqu'il a un coût, c'est la portabilité des équipements de travail lors d'une mobilité professionnelle. Donc là aussi, favoriser la mobilité des agents et leur promotion tout en garantissant le même confort à travers cette disposition. On voit bien que c'est une facilité qui peut débloquer la situation des agents et leur permettre d'envisager un parcours professionnel comme tout autre agent peut le faire. On sait par ailleurs, et on le voit au SGAR pour toutes les réformes que l'on accompagne, les employeurs publics sont confrontés à diverses contraintes, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient institutionnelles. Plusieurs réformes sont en cours et viennent perturber l'organisation des services, on en a conscience puisque on accompagne ces réformes. Mais malgré tout, les employeurs publics n'ont pas ménagé leur peine et continuent d'être mobilisés malgré toutes ces contraintes matérielles ou budgétaires et continuent de travailler activement pour accompagner les agents et leurs entourages dans les parcours professionnels qui sont à repenser. Donc, je n'en dis pas plus, j'ai déjà été peut-être trop bavarde. Donc, un grand merci à vous tous et à toutes les personnes connectées. Je vois que le chiffre continue de progresser. Donc, merci Jérôme, merci Fabrice pour votre mobilisation et j'ai déjà hâte d'écouter la suite. Et merci d'avoir choisi cette thématique qui m'intéresse particulièrement. Merci beaucoup, Laurence. Effectivement, vous aviez raison de rappeler que l'actualité continue à nous inciter à aller encore un peu plus loin. Alors, peut-être qu'on aurait pu aussi dire de ce séminaire ou de ce webinaire, passer de la contrainte, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, Laurence, la contrainte à l'envie. Manager la diversité, est-ce que ça ne serait pas changer un peu notre regard? Alors, nous allons essayer de structurer ce webinaire justement pour découvrir de quelle manière certains ont pu justement peut-être s'affranchir de la contrainte pour aller un peu plus loin, avec notamment Emeline Simondet que vous avez cité, Laurence, et qui est un peu la cheville ouvrière de l'organisation de ce webinaire qu'elle a préparé avec beaucoup de passion. Emeline Simondet travaille au sein du cabinet ADO Conseil et surtout est la chef de projet sur le Handipact Nouvelle-Aquitaine. Tous ceux qui ont déjà passé du temps avec nous lors des différents événements la connaissent et l'ont apprécié. Alors Emeline, peut-être on va commencer par ce programme. De quoi est-il fait aujourd'hui? Oui, merci beaucoup Jérôme et merci aussi beaucoup Laurence et Fabrice pour ces quelques premiers mots qui introduisent très bien notre thématique du jour. Alors du coup, aujourd'hui, ce matin, nous allons essayer de structurer notre animation autour de 3 temps forts avec dans un premier temps
nous allons avoir la joie d'accueillir Antoinette Lepomelec, qui est capitaine des opérations et des formations au Café Joyeux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cafés qui sont majoritairement composés de personnes porteuses d'une trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l'autisme. Et nous allons voir que dans son rôle de manager, puis de responsable des opérations et de la formation, son expérience lui a permis de mieux comprendre la juste posture à adopter pour manager la diversité. Et son témoignage, du coup, sera bien précieux pour poser les bases de cette thématique ambitieuse. Dans un deuxième temps, nous prendrons un peu de recul pour analyser pourquoi cette diversité peut nous surprendre, voire nous faire peur, et comment nous pouvons l'apprivoiser au point de la trouver enrichissante et stimulante. Et enfin, le troisième temps nous apportera des témoignages sur la manière dont les employeurs publics ont su composer et faire vivre cette diversité. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir Éric Dugas, en charge de la mission handicap à l'Université de Bordeaux, et Olivier Ripon, qui est directeur adjoint des systèmes d'information dans ce même établissement. Bien sûr, tout au long de ce webinaire, nous vous invitons à réagir. Alors, vous nous avez dit bonjour, vous êtes déjà nombreux et ça, c'est sympa de vous lire en même temps que nous vous parlons. Mais n'hésitez pas à poser des questions, à partager éventuellement votre expérience, voire même, pourquoi pas, des supports qui vous auraient inspiré. Vous avez à votre disposition l'onglet chat que vous avez déjà de toute façon tous découvert ou pas loin. Il est à droite de votre écran. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose un premier quiz auquel vous allez pouvoir répondre en vous rendant dans l'onglet sondage à droite de votre écran, et elle s'affiche également là en premier plan sur votre écran. Vous avez juste une réponse possible. Manager la diversité, pour moi, c'est avant tout, alors soit A, intégrer quelqu'un de différent, 2, mettre en œuvre les mesures d'adaptation technique nécessaires, 3, faire bouger l'organisation pour l'ajuster à la réalité de l'équipe en place. Et enfin, dernière possibilité, explorer de nouveaux modes de management. Alors, ça bouge, on vous voit répondre un petit peu en direct. Avec néanmoins une majorité qui est en train de s'inscrire à quasiment 50%. Ah non, ça baisse. Ça redevient un peu proportionnel. Mais j'ai l'impression, Jérôme, quand même qu'on a un petit peu plus de personnes qui répondent faire bouger l'organisation pour l'ajuster à la réalité. C'est vrai qu'avec tous ces jeux en ligne, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule réponse, mais là, vous l'avez compris, toutes les réponses sont bonnes. Intégrer quelqu'un de différent, bien évidemment, mais ne sommes-nous pas tous différents? C'est ce que nous allons d'ailleurs découvrir pas à pas dans ce webinaire. Mettre en œuvre les mesures d'adaptation technique, oui, certains d'entre nous ont des modes de fonctionnement, des difficultés, par exemple, à inhiber quand on a des troubles cognitifs, une partie de leur fonction exécutive. D'autres, au contraire, vont avoir des besoins techniques d'aménagement, que ce soit à cause de déficiences visuelles, physique, etc. Bien sûr qu'il faut des mesures d'adaptation technique, mais si on en restait à ces mesures d'adaptation technique, cela laisserait supposer que bien finalement le chemin à faire de l'inclusion n'appartient qu'aux personnes en situation de handicap, et c'est pas totalement vrai non plus. Faire bouger l'organisation pour l'ajuster à la réalité, oui, complètement. Bien sûr que nous avons dans cette logique d'inclusion quelque chose qui dit que nous sommes nous-mêmes participants de la capacité des personnes à pouvoir évoluer sereinement dans l'organisation, dans les modes d'interaction que nous pouvons proposer. Donc, bien sûr, cette question est extrêmement importante, ou en tout cas, cette affirmation est juste. Et d'ailleurs, vous êtes 50% à l'avoir privilégié. Et puis, explorer de nouveaux modes de management, sans doute, car effectivement, rencontrer l'autre dans sa diversité, on se posera la question de savoir si c'est pas d'ailleurs le rôle de n'importe quel manager, mais c'est bien sûr quelque chose qui nous demande d'aller plus loin que nos propres représentations. Alors pour commencer, pour initier cette première partie, on va vous proposer une vidéo qui va nous permettre du coup de vous présenter ce que sont les cafés joyeux. Pour cela, je vais couper les micros et je vous lance la vidéo tout de suite. Le Café Joyeux porte bien son nom. Il a pour objectif de changer le regard de la société sur la différence. Vous allez le voir, rencontre belle et émouvante. Bonjour, bienvenue au Café Joyeux. 35% des personnes en situation de handicap mental sont sans emploi. L'idée de ce café, c'est tout simplement de proposer une solution
à des personnes qui sont sans emploi à cause de leurs différences pour travailler en cœur de ville. Je suis content. Depuis le temps que je voulais travailler en cuisine, mon rêve s'est réalisé. Nous, notre restaurant, c'est joyeux. On est tous joyeux. Et on est super contents et heureuses de travailler dans le restaurant. Là, on vient de passer 1 heure. Franchement, c'est le plus beau moment de ma semaine, quoi. On est dans un monde où, malheureusement, je pense qu'il y a eu trop d'exclusion. Nous, on rêve d'un monde où chacun a sa place, où chacun peut se sentir utile là où il est et comme il est, avec sa différence. Le café, c'est le prétexte pour ouvrir notre cœur. Le café, certains l'aiment noir, brûlant ou autre. Ici, il est simplement joyeux. Il vous est servi avec le sourire et le cœur. On est toujours là, on s'entraide en fait. Quand il y a quelqu'un qui est en guerre, on va l'aider. On est toujours là pour les autres en fait. On peut leur montrer à tous qu'on est des pros. Oui. D'accord? On est capable de faire du service topissime. On fait ça, on va faire une photo d'équipe. Tous ensemble. Dis-nous, pourquoi tu es joyeux toi? Est-ce que tu souris aux gens dans le métro? Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Antoinette Le Pomelec, qui a déjà été tout à l'heure présentée rapidement par Emeline. Je rappelle qu'elle est capitaine des opérations et des formations au Café Joyeux, mais avant, elle avait été directrice d'un des Cafés Joyeux pendant quelques années à Rennes. Voilà, ces cafés, vous l'avez compris, sont majoritairement composés de personnes porteuses de trisomie 21 ou de troubles cognitifs, par exemple, comme l'autisme. Alors, dans son rôle de manager puis de responsable des opérations et de la formation, Antoinette a emmagasiné pas mal d'expériences. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, Antoinette, peut-être une question. Comment avez-vous embarqué dans cette aventure? Alors bonjour Jérôme et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors j'ai eu un parcours effectivement peut-être un peu atypique parce que à l'origine j'ai fait des études de gestion de patrimoine. Pendant 2 ans, j'étais en alternance en banque privée, donc rien à voir avec le monde de l'handicap, du café et de la restauration. Et en fait, à la fin de mes études, je suis partie 1 an en mission humanitaire au Chili et en revenant, je n'ai pas voulu réintégrer tout de suite le monde de la finance et j'ai entendu parler de ce projet qui s'ouvrait à Rennes de Café Joyeux. C'était un pari un peu fou pour moi de tout plaquer pour intégrer un café. Mais je sentais vraiment cet appel à répondre oui à ce projet parce qu'il y avait justement ce désir d'être là pour les plus un peu démunis, les plus fragiles et en même temps dans une organisation professionnelle au sein d'une entreprise. Donc, comme disait Jérôme juste avant, effectivement, j'ai été donc responsable du Café Joyeux de Rennes pendant presque 3 ans avec une équipe de 7 équipiers joyeux. Donc, j'ai vraiment connu les débuts des cafés, la formation des équipiers et j'ai vu surtout en fait l'évolution des équipiers. Et après le premier confinement, j'ai intégré donc, je suis allée à Paris pour justement prendre le poste de responsable des opérations et de la formation. Alors, vous évoquiez le fait que vous avez découvert un certain nombre de choses. Quelles ont été les principales surprises dans cette aventure? C'est ce que je dis souvent, c'est que dans mes expériences professionnelles passées, il y avait certains matins où j'avais du mal à aller travailler au Café Joyeux, pas une fois. Et je trouve que c'est un très bon signal de toujours être heureuse et épanouie d'aller travailler. Et je pense que c'est expliqué par justement ce côté vrai qu'il y a dans les cafés, ce côté joyeux, comme on a pu l'entendre régulièrement dans la vidéo. Et aujourd'hui, je me rends compte aussi la générosité que peut engendrer un projet comme le Café Joyeux. Je suis tous les jours impressionnée de voir des personnes qui nous écrivent des mails, des lettres ou qui viennent au café pour
nous aider bénévolement, pour faire des dons, pour nous proposer des grandes entreprises qui nous proposent des produits gratuitement. Encore hier, on nous a appelé pour nous donner des transpalettes dans tous nos cafés. Enfin, c'est ça régulièrement. Et je me dis qu'en fait, c'est un peu dû au fait que c'est quelque chose qui marque les gens, qui touche les gens. Et après avoir en fait été dans un café joyeux, ça donne envie en fait de participer à ce projet, à chacun à son échelle. Merci Antoinette. Alors la question aussi était peut-être celle des constats inattendus, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le management. Qu'avez-vous appris d'ailleurs en termes de management? Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui de cette expérience en termes de management? En fait, pour revenir un peu à la question dont vous avez posée au tout début de la conférence, je pensais au départ qu'il n'y aurait qu'une bonne réponse, donc j'essayais de trouver quelle était la bonne, et en fait j'avais envie effectivement de tout cocher. Et donc pour répondre un peu à ces différentes questions, comment ça s'est mis en place en fait dans les cafés joyeux, effectivement on s'est adapté d'un niveau technique. Déjà il y a eu l'intégration des équipiers, après on s'est adapté avec des outils techniques. Notamment, on a mis en place un système de cubes pour se repérer. Quand un convive vient prendre une commande, on lui donne un cube qu'il doit poser sur sa table et l'équipier a le même cube sur son plateau pour pouvoir aller le servir. Donc ça, on s'est adapté avec justement la technique, même si ce n'est pas des grandes techniques. On a acheté quand même des fours aussi qui sont quand même faciles d'utilisation, un logiciel de caisse facile d'utilisation. Mais je pense que la chose qui a été le plus mise en place dans les cafés joyeux, c'est une écoute et une formation des équipiers de façon quotidienne. On est là pour eux, on est là pour écouter, savoir un équipier s'il a plus besoin d'être aidé et suivi dans sa tâche, ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre du temps dans le bureau avec lui pour parler, pour communiquer et pour le mettre à l'aise au sein de son travail. Et donc ça, c'est en fait une adaptabilité qu'on a faite au quotidien, et c'est un travail qui était long et dur dans les débuts, savoir connaître et comprendre chaque équipier pour après lui donner tous les moyens possibles pour qu'il soit bien intégré dans l'entreprise et qu'il ait tous les moyens possible pour ensuite grandir et évoluer au sein des cafés. Antoinette, pensez-vous que ce que vous êtes en train de nous dire peut être transposable pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap? Complètement. Complètement. En fait, c'est ça qui est beau avec le Café Joyeux, c'est que lorsque j'étais manager, ça a demandé de développer en moi des ressources que je n'avais pas forcément à l'origine et qui sont bien entendu à adapter après. Si je dois quitter un jour les cafés joyeux, je me servirai de ce management pour l'appliquer dans d'autres entreprises. Ce que j'explique aussi beaucoup, c'est qu'avec les cafés joyeux, je me suis rendu compte qu'on a mis en avant l'aspect humain, parce qu'on est quand même encore une petite start-up. Et en général, une start-up, ça regarde beaucoup les chiffres avant de regarder si l'entreprise va bien et le bien-être dans l'entreprise. Et là, en fait, on a fait un peu le pari inversé, intégrer les équipiers, les former, voir s'ils sont bien dans l'entreprise, s'ils sont heureux, épanouis, si tout le monde est bien. Et après, on a regardé les chiffres. Et en général, c'est assez amusant de voir que si une entreprise va bien et s'il y a une joie au travail et un bien-être au travail, et en plus dans un café où on le voit et du coup les convives veulent revenir chez nous, et ben en général, les chiffres vont suivre. Alors, vous faisiez référence à ce que vous aviez découvert. J'aurais envie de vous poser la question, en quoi effectivement cette expérience vous a fait grandir? Alors là où ça m'a fait grandir, c'est je pense qu'il y a eu une première chose qui s'est passée au sein du café qui m'a appris à relativiser et à justement casser ce concept un peu de productivité, d'efficacité à tout prix. Donc je vais me permettre de vous raconter cette petite anecdote. C'était avec Fabien. On venait d'ouvrir le café Joyeux de Rennes et il y avait une belle communication qui avait été faite, si bien que dès les débuts, on avait une queue immense de clients qui venaient prendre des chocolats chauds au sein des cafés Joyeux. Et Fabien, en fait, était au poste des boissons chaudes et je trouvais qu'il était bien lent pour la queue qu'on avait. Et en fait, dans ce stress, j'ai voulu reprendre les commandes
Et au lieu de l'appeler Fabien, j'ai dû l'appeler Fabrice ou je sais pas quel prénom parce que c'était nouveau pour moi, donc c'était pas encore bien intégré. Et en fait, il m'a regardé et il s'est marré, quoi. Il s'est marré juste parce que je m'étais trompée de prénom. Alors que moi, dans ma tête, j'avais pas du tout envie de rire. Et en fait, de le voir rigoler comme ça m'a fait tout de suite lâcher prise en disant, en fait, c'est vrai, il a raison. Ici, on est là pour se marrer, on est là pour passer un bon moment et on n'est pas là pour être hyper productif et efficace. Les gens, s'ils veulent venir au Café Joyeux, c'est pour voir les équipiers, c'est pour prendre du bon temps. Et c'est pas pour être servi vite pour voilà, avoir beaucoup d'entrée d'argent, entre guillemets. Et donc ça m'a vachement permis, voilà, pour la suite, à me dire, ben voilà, effectivement, apprendre un peu à lâcher prise, à relativiser, à savoir prendre du temps avec les équipiers, à savoir refaire avec eux de façon régulière pour justement, encore une fois, avoir cette joie de venir travailler au sein des cafés. Vous venez sans doute de présenter l'une des raisons du succès, mais j'avais envie de vous poser cette dernière question avant qu'on prenne quelques questions aussi du chat, parce que je vois qu'il y en a une, David Furlot. Je vais la poser effectivement oralement, mais avant, si vous deviez retenir ou définir peut-être 3 raisons majeures du succès des Cafés Joyeux, quelles seraient-elles ces raisons? Je pense que une première, c'est effectivement le fait qu'on intègre des personnes qui sont fragiles et qui ont été habituellement un peu exclues de la société. Et c'est quelque chose qui, en fait, marque et attire beaucoup. Après, la deuxième chose, à mon sens, c'est le professionnalisme des Cafés Joyeux. C'est d'être une entreprise. Et alors, on a notre image de marque, c'est dire qu'on est beau, bon et vrai. Et en fait, c'est révélateur aussi de ce succès, c'est que les gens qui viennent au Café Joyeux, parce que c'est beau, on est dans des beaux endroits, les équipiers sont beaux, ils sont souriants, ils sont bien habillés. C'est beau, c'est qualitatif, tout est fait maison. Et c'est vrai parce que les équipiers vous accueillent avec un vrai sourire, il y a une vraie relation entre chacun, il y a une vraie relation aussi entre les équipiers eux-mêmes, etc. Et je pense que cet agrégat fait que les gens veulent revenir. Enfin, la troisième raison, je pense que c'est quelque chose qui est bien à la mode, en plus en ce moment de confinement, c'est le bien commun. C'est les Cafés Joyeux, ça sert le bien commun. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup d'impact et qui intrigue et attire en même temps. Merci Fabrice, vous n'hésitez pas à poser des questions que vous avez envie de poser. Alors je prends quand même celle de David Furlot, mais il y en a d'autres qui suivent derrière. En moyenne, combien de temps faut-il pour intégrer une personne en situation de handicap dans l'entreprise? Alors c'est très variable en fonction des profils et en fait l'intégration, elle se fait dès le premier jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas une phase de formation de l'équipier dans une classe et après il intègre les Cafés Joyeux. L'équipier, dès qu'il intègre, même le stagiaire, dès qu'il intègre le café, on lui met l'uniforme et on le met dans le café directement. Ensuite, c'est de la formation quotidienne et du coup, l'intégration, elle n'est jamais aboutie. Aujourd'hui, un équipier, quand il est embauché, on va l'embaucher sur un poste fixe, comme la cuisine ou comme la caisse ou comme la salle. Mais en fait, à terme, il va être polyvalent. Et un même équipier peut faire 2, 3, 4 tâches. Donc, c'est pour ça que l'intégration, elle n'est jamais en fait complètement aboutie. Autre question, est-ce que vous avez fait des formations spécifiques pour mieux connaître et comprendre ce type de handicap? Alors, dans les débuts, à Rennes, on a été effectivement accompagné avec un éducateur spécialisé qui nous a aidé au recrutement des équipiers, qui nous a aidé à la formation des équipiers, qui nous a aidé dans la mise en place d'outils également pour le suivi des équipiers à travers des entretiens individuels. Et il venait régulièrement dans les cafés pour justement prendre un peu la température. Et ensuite, on s'est rendu compte que la meilleure personne qui pouvait être là pour les équipiers, c'était le manager qui était là à temps plein avec les équipiers. Donc, il y a eu une première, effectivement, formation et nécessité d'avoir un premier bagage, en fait, avec les outils nécessaires. Et ensuite, on se dit que le manager, c'est la personne la plus à même d'être là pour les équipiers. Et bien sûr, du coup, le recrutement des managers est très important. Et un des critères premiers, c'est justement cet aspect humain du manager plus que gestion de la restauration.
Là, il y a une question qui, à mon avis, est un peu au cœur du sujet du management qui est posée, c'est comment fait-on pour ne pas tomber dans une démarche infantilisante et paternaliste? En l'occurrence, est-ce qu'on est là pour inclure, intégrer ou est-ce qu'on est là pour vivre? Voilà, comment ça se passe? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, encore une fois, effectivement, on est une entreprise et on a ce, entre guillemets, devoir d'être rentable si on veut continuer à vivre dans le long terme. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'embaucher les équipiers juste pour faire du présentiel. Et du coup, juste pour être justement une garderie. C'est vraiment être là en termes professionnels et du coup, donner le meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, c'est un peu toujours cette balance entre comment être tendre et en même temps ferme. Parce que ces équipiers, ils ont besoin effectivement de tendresse, ils ont besoin qu'on soit là pour eux, qu'on les accompagne, qu'on soit doux. Mais en même temps, il faut être ferme et en fait, c'est effectivement aussi un service à leur rendre. Et on voit que cette fermeté fait que justement, c'est aussi leur donner l'occasion de leur rendre compte qu'on les aime et qu'on a confiance en eux et qu'on sait qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. Et en fait, c'est beau parce que pour nous, c'est dur en fait d'être ferme, mais quand on voit après le bienfait que ça en découle et l'épanouissement qu'ils ont, on sait déjà que c'est une plus-value. Donc, c'est effectivement toujours un tiraillement incessant entre comment être doux et en même temps comment être ferme pour justement pouvoir avancer dans le temps. Fabrice, vous aviez une question, j'ai vu que votre micro était ouvert. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent, mais peut-être qu'on les prendra pas toutes et que vous y répondrez aussi sur le chat, sans doute, Antoinette, si vous le pouvez. Fabrice Oui, merci Jérôme. Justement, du coup, c'est effectivement une aventure que j'ai suivie dans la presse quand ça a été un peu rendu public. Et effectivement, c'est une aventure qui m'intéresse et je me disais effectivement que dans le métier de la restauration, c'est quand même un métier voilà, qui renvoie une image plutôt voilà, assez dure, assez exigeante, et qui fait que le miroir que vous renvoyez avec cette expérience, voilà, ça montre en fait pour moi que comment disons, l'attention en interne, ça donne aussi des résultats vis-à-vis de la qualité qu'on donne en termes de service vis-à-vis de la clientèle ou des usagers dans le service public. Et du coup, j'étais curieux de savoir si des confrères de la restauration, observant en fait ce que vous faisiez, étaient venus vous voir ou voilà justement sur le fait que c'est pas parce que justement on a une approche on va dire classique de la restauration qu'on peut connaître, votre expérience en fait elle donne un enseignement quand même sur le fait que on peut offrir un service de qualité, on peut obtenir en fait une activité qui est rentable et sans pour autant voilà donner une façon de manager qui est voilà en tout cas dans la restauration qui est perçue la profession sans plein que c'est perçu comme ça est assez dur. Et donc voilà, je m'interrogeais savoir si du coup on va dire dans le métier de la restauration ça avait attiré des questions vis-à-vis de votre démarche. Bien sûr, ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, le métier de la restauration est un métier dur et exigeant. Mais ceci dit, ça a attiré beaucoup de personnes. Et j'ai eu effectivement de nombreux entretiens avec, je me rappelle très bien, un restaurant à Rennes qui était venu me voir au Café Joyeux en disant on a cette idée de prendre des équipiers dans notre restaurant, mais on ne veut pas vous faire concurrence. Et en fait, ça m'a fait sourire. Et au contraire, je leur ai dit, mais nous, je ne le prendrais pas comme de la concurrence, mais au contraire, la réussite des Cafés Joyeux. De se dire si en fait, aujourd'hui, il y a déjà d'autres restaurants qui souhaitent intégrer des équipiers dans leur restaurant, c'est que c'est la réussite des Cafés Joyeux. Notre volonté, c'est effectivement d'avoir des Cafés Joyeux dans plein de villes pour pouvoir embaucher un maximum d'équipiers. Mais si c'est effectué dans d'autres restaurants, mais tant mieux.
Et alors après, effectivement, nous, le turnover dans les cafés joyeux est quasi néant. Donc, ça aussi, c'est une belle réussite. Mais on ne veut pas non plus qu'il reste ad vitam aeternam dans les cafés joyeux. Moi, je serais ravie de savoir que, par exemple, un Brandon qui est cuisinier depuis 3 ans au Café Joyeux de Rennes, qui a une attirance quand même assez importante pour faire de la cuisine un peu différente, par exemple de la cuisson de poisson, de viande, etc., qu'on ne fait pas au Café Joyeux, qui puisse un jour ou l'autre, effectivement, travailler dans un restaurant qui cuisine des plats un peu plus variés, et puis peut-être un peu plus travaillés que ceux des Cafés Joyeux. Donc, bien entendu, et puis en fait, aujourd'hui aussi, on voit déjà en fait des restaurants ou des entreprises qui travaillent dans la restauration qui se mettent également à embaucher des personnes en situation d'handicap. Merci, vous avez déjà répondu pratiquement à la question de Virginie Risato qui vous demandait si certains avaient quitté le café, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais par contre, vous en seriez heureux si c'était effectivement pour trouver leur place. Alors, il y avait une autre question sur l'attention que vous devez porter à ces collaborateurs peut-être particuliers, quoi, que nous le sommes tous. Est-ce qu'il y a une attention accrue sur d'autres aspects de la vie sur lesquels vous êtes mobilisés ou pas, ou vous êtes un employeur comme tout le monde? Alors, on est censé être un employeur comme tout le monde. Ceci dit, on est très attaché aux équipiers, donc c'est quand même dur de scinder la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a quand même, faut pas se le cacher, un mix entre les deux. Et en fait, c'est quelque chose de bon. Et d'ailleurs, on emploie souvent le terme de « on est une famille ». Et d'ailleurs, les cafés joyeux, sur notre site internet, on parle bien de famille, de café-restaurant. Et en fait, une équipe à Rennes, en l'occurrence, parce que c'est là où j'étais, j'avais vraiment cette sensation de famille parce que justement, on crée des moments conviviaux à l'extérieur des cafés joyeux, à travers des dîners, à travers des sessions bowling, etc., pour créer cette cohésion d'équipe. Après, effectivement, moi, à titre personnel, je prenais du temps pour écouter les équipiers et aussi les problèmes qu'ils pouvaient avoir dans leur vie personnelle. Mais effectivement, il faut savoir trouver les limites de ça pour pas non plus que ça empiète trop sur la vie professionnelle. Après, on a eu aussi cette idée et ce désir de voir les équipiers évoluer dans leur vie personnelle, c'est-à-dire quitter le nid des parents pour avoir leur propre logement parce qu'on sentait qu'il y avait une capacité et pour certains un désir. Et du coup, ça a été des échanges avec les parents. Et à Rennes, notamment, on voit qu'il y a eu effectivement quelques équipiers qui, entre ces 3 années, ont quitté leurs parents pour prendre leur propre appartement. Voilà. C'est vrai qu'on s'est posé la question potentiellement, est-ce qu'on ne ferait pas des colocations d'équipiers joyeux? Après, on s'est dit c'est peut-être un peu trop, etc. Mais du coup, on s'en rend compte qu'effectivement, le projet Café Joyeux ne s'arrête pas juste à servir des cafés et former les équipiers, mais il y a aussi quand même ce souci de rendre chaque jour l'équipier plus épanoui, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Merci beaucoup Antoinette. Alors vraiment désolé pour les nuisances sonores. Il se trouve qu'au moment où on démarrait, une tronçonneuse a eu la bonne idée de venir se mettre juste à côté. Je n'ai pas la possibilité d'isoler davantage. En tout cas, c'est les joies du direct. Donc voilà, je sais qu'il y a ces nuisances. Fabrice, peut-être une dernière question avant que nous passions sur notre deuxième étape. Oui, en fait, du coup, simplement, enfin, le côté, voilà, c'était en rapport avec ma première question. Effectivement, il y a le fait d'oser communiquer en fait sur ce qu'on réussit. Finalement, on n'y pense pas forcément. Et donc, du coup, effectivement, la démarche du Café Joyeux, je pense que c'est assez illustratif du fait du fait que ça permet d'ouvrir les champs du possible, comme on dit, c'est-à-dire de dire que voilà, c'est pas parce qu'on fait autrement que ce qu'on a l'habitude de faire que pour autant voilà, ça peut fonctionner ou ça fonctionne moins bien. Donc peut-être voilà, j'avais une question, c'est peut-être dans ce que vous avez expérimenté, il y a peut-être des choses voilà qui ont moins bien réussi et qui fait que du coup au fur et à mesure que vous avez grandi, parce que la taille ça peut jouer aussi, hein, c'est-à-dire que la première expérience ça renvoie voilà parfois des choses. Si vous aviez voilà, je pense que vous avez aucun regret sur votre démarche et parcours, mais c'est vrai que si vous aviez un conseil à donner
voilà, à des managers qui souhaiteraient lancer une démarche un peu innovante et justement ouverte, quel serait le conseil que vous pourriez lui donner voilà, pour essayer de faire ça, voilà, on va dire en sécurité, mais aussi sans appréhension particulière. Alors c'est intéressant. J'ai pas d'exemple forcément concret de choses qui ont été compliquées ou difficiles, hormis des choses techniques en interne sur le fait qu'on ait pris des cafés avec des étages et que c'était pas pratique pour des équipiers avec des plateaux, voilà. Donc aujourd'hui on va faire des cafés tout de plein pied. Mais par rapport au recrutement et à l'intégration d'équipiers dans son entreprise, nous, Café Joyeux, on a fait le choix de prendre que des équipiers qui ont un handicap mental et cognitif. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans les Cafés Joyeux, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas d'éducateur spécialisé dans tous les cafés, il n'y a pas en fait tout ce support médico-social. Donc, on ne pouvait pas avoir des handicaps trop lourds pour le Café Joyeux parce que justement, on n'a pas ces personnes qui ont la capacité à faire cette intégration en bonne et due forme. Donc ça, c'est la première chose, c'est veiller à recruter les personnes qu'on sait être capables de gérer en interne. Et après, c'est sûr, c'est quand on intègre des personnes qui ont un handicap mental ou cognitif, c'est accepter de ne pas avoir du résultat tout de suite, accepter la perte de temps et en même temps, avec cette garantie de se dire que ça va être que bénéfique effectivement pour la personne qui manage, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça apprend beaucoup de choses, ça apprend la douceur, ça apprend la patience, ça apprend aussi, je le notais je regardais la vidéo sur les Cafés Joyeux, le nombre de fois où la joie, où les rêves, où content, tous ces mots-là qui ressortaient, parce que c'est vrai, en fait, des jeunes comme ça, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais ils véhiculent quelque chose de joyeux, de simple, de vrai, de beau, de généreux, etc. Autour de soi. Et en fait, je me dis, ben voilà, des jeunes qu'on embauche comme ça dans des entreprises, certes, c'est pas évident tous les jours. Certes, on peut dire que c'est antiproductif. Certes, on peut dire que dans les débuts, c'est du temps qui est perdu. Mais en fait, on s'en rend compte avec du recul que c'est une plus-value qui sera déjà peut-être potentiellement économique, mais surtout sur le management, sur l'ambiance au travail, sur le regard sur autrui qu'on peut avoir, etc. Merci beaucoup Antoinette, on vous écouterait pendant des heures et je vois qu'il y a plein d'autres questions, mais vous allez y répondre. D'ailleurs, l'une d'entre elles est probablement un moyen de passer justement, de faire cette transition, puisque la question comporte déjà la réponse. Est-ce que finalement cette joie-là n'est pas l'ingrédient principal qui vous permet de manager? Est-ce que cette joie-là, elle ne devrait pas se retrouver un peu dans toutes les structures et tous les établissements? Je crois que c'est en tout cas le message que vous nous avez fait passer et il est très beau ce message. Merci beaucoup Antoinette. Alors je vous propose de passer sur notre deuxième séquence maintenant, que nous avons intitulée « En quoi la différence nous fait peur ?» Et nous allons ensemble essayer de comprendre ce qui se joue sur le plan des représentations, de nos représentations dans le cerveau, pour prendre conscience que de nombreuses, ou en tout cas que nombreuses de nos postures de retrait, c'est-à-dire de crainte, sont issues de nos peurs ou du moins des biais cognitifs qui nous traversent. Alors pour cela, nous allons lancer immédiatement un petit quiz pour nous faire entrer en matière. Pardon, absolument. Je vais juste dire merci beaucoup encore à Antoinette et du coup lui dire au revoir pour libérer un peu de place sur l'écran. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. Et si vous avez l'occasion de répondre un petit peu sur le quiz à quelques questions, je pense que tous les employeurs présents en seront vraiment ravis. Ok. Merci. Alors effectivement, du coup, pour commencer cette deuxième séquence, comme on l'a fait pour la première, on vous propose un petit quiz. Donc rendez-vous sur l'onglet sondage à droite de votre écran. D'après vous, pourquoi la différence fait peur? Alors première option, car elle risque de mettre en péril la performance de l'équipe. 2, car elle risque de susciter des tensions entre les personnes. Et 3, car elle nous embarque dans un inconnu et nous fait perdre nos repères. Et vous avez
la possibilité d'avoir une réponse multiple, enfin des réponses multiples. Alors, il y a déjà un nombre de réponses impressionnant, puisque déjà plus de 50 d'entre vous, 50%, et vous êtes déjà en fait une écrasante majorité, 88%, à nous dire, car elle nous embarque dans un inconnu et nous fait perdre nos repères. En fait, toutes les réponses sont évidemment bonnes. Elles risquent de mettre en péril la performance de l'équipe. Encore faut-il que cette performance, on soit capable peut-être de l'analyser, c'est-à-dire aussi de la critiquer, c'est-à-dire de comprendre sur quoi elle repose. Non pas que la performance n'est pas le nerf de la guerre, que ce soit des entreprises, des établissements publics, mais de quelle performance parle-t-on? Vous avez vu à quel point la joie, dans ce que nous disait Antoinette, était un levier, un levain même très important de la réussite. Donc voilà, ça c'est peut-être une bonne question. Susciter des tensions entre les personnes, en fait, quelles sont les situations relationnelles qui ne suscitent pas des tensions? Les tensions, c'est se confronter à la vie, se confronter justement à la différence. Alors effectivement, quand cette différence a l'air plus importante, on va le voir tout à l'heure avec les biais cognitifs, on a peut-être des postures de retrait qui sont encore plus importantes, mais cela vaut le coup d'aller au-delà parce que nous grandissons quand nous découvrons ce qui se cache derrière ces appréhensions. Et puis cet inconnu, est-ce que nous ne sommes pas justement destinés dans notre humanité à nous jeter dans l'inconnu pour découvrir d'autres terres inconnues et derrière ces terres inconnues, d'autres perspectives qui nous révèlent nous-mêmes? Pour y répondre, nous allons prendre un petit peu de recul et même beaucoup de recul dans le temps, puisque nous vous proposons de revenir au premier temps de l'existence de l'espèce humaine pour répondre à cette question: pour quelles raisons sommes-nous confrontés à des peurs? Il faut revenir là-dessus sur le cerveau. Vous voyez cette image, fuir ou combattre. Le cerveau humain a été façonné au cours des siècles pour nous permettre de survivre principalement et de perdurer en tant qu'espèce. Il est donc la conséquence d'un apprentissage sur des millénaires. Globalement, on peut dire que 2 stratégies majeures ont été développées par l'homme grâce à son cerveau. D'abord pour répondre à une situation de danger, par exemple lorsqu'il se retrouve nez à nez avec un ours, c'est soit la fuite, soit le combat, et puis ensuite pour analyser l'information qui lui vient en permanence. Alors, 2 stratégies effectivement majeures ont été développées, donc fuite ou combat. Est-ce qu'on doit remercier notre cerveau aujourd'hui pour ça? Eh bien oui, parce qu'il a permis à notre espèce de survivre. Si nous retournons 150 000 ans en arrière et que nous observons du coup cette jeune femme qui apparaît sur votre écran, cette jeune femme qui ramasse des baies, qui est en pleine opération de cueillette, nous allons voir effectivement que on va illustrer justement cet aspect survie. Donc elle ramasse des baies et soudain elle entend un bruissement de feuilles dans les buissons d'à côté. Alors Jérôme, quelles sont ces réactions possibles? 2 possibilités. Soit elle décide de rester zen face à cet environnement. Globalement, on peut dire dès aujourd'hui que nous ne sommes pas les descendants de celles qui étaient en pleine zénitude, puisque ces personnes-là, même si ça a marché 1 fois, 2 fois, la 3e fois se faisaient manger ou pas loin. Alors nous sommes effectivement les descendants d'une 2e hypothèse. Rappelons-nous quand même qu'il y a 150 000 ans, Homo sapiens était une espèce bien fragile par rapport à d'autres espèces, et c'est la raison pour laquelle effectivement il a fallu que l'humanité s'habitue à prendre rapidement des options, et qui étaient des options de fuite ou de combat. En effet, du coup, 2e option, si elle n'est pas zen, du coup, option B, elle est craintive, elle fuit au simple bruissement de feuilles, quitte à perdre son butin, mais permet ainsi à l'espèce de survivre dans tous les cas de figure, que ce soit juste une feuille ou par contre que ce soit un ours. Donc on peut en conclure que nous sommes sans aucun doute les descendants des spécimens les plus stressés. Nous leur devons la vie. Alors aujourd'hui, si nous continuons à être stressés, même si l'organisation sociale nous assure une protection très élevée, c'est bien parce que notre cerveau s'est façonné au fil des siècles pour nous prévenir d'abord des dangers, quitte à surjouer le risque réel. On a toujours des dangers, un crissement de pneus, des personnes qui peuvent effectivement être violentes, même si c'est de moins en moins vrai, au-delà de ce que les médias nous en disent. Alors, est-ce que ces mécanismes continuent à nous desservir aujourd'hui ? Alors, pour répondre à cette question, il nous faut comprendre que notre cerveau crée des raccourcis que nous appelons des biais cognitifs, qui
qui facilite notre prise de décision face aux différentes situations qui s'offrent à nous, que nous avons ici réunis en 4 catégories. Donc, première situation, premier type de situation que nous connaissons tous finalement, nous devons agir rapidement. D'abord pour des questions de survie, mais aussi aujourd'hui et sans doute autant en raison de notre culture de la performance et de la compétition. Alors vous avez compris, on fait bien sûr un peu des raccourcis, ce qui se passe quand on est dans ces situations de danger et pourquoi il faut qu'on agisse rapidement. Eh bien, ce qui se met en branle, c'est des capteurs à partir de nos sens qui nous donnent des informations et qui envoient des hormones, l'adrénaline par exemple par rapport à la peur. Et cette adrénaline va permettre de concentrer sur un effort extrêmement court notre énergie sur voilà, avec notamment la vision qui va avoir une focale très très rapprochée. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle nous devons agir rapidement. Mais nous avons aussi une autre problématique est bien plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 150 000 ans, qui est le trop-plein d'informations. Rappelez-vous quand même juste qu'il y a 150 000 ans, on estime à peu près le nombre de personnes que nos ancêtres croisaient dans toute leur vie à 30 personnes. Faites un petit calcul du nombre de personnes, du nombre d'interactions que vous avez pu avoir dans votre vie et vous allez voir que notre cerveau, eh bien, il a un peu de mal à s'adapter aussi rapidement. Alors, heureusement, pour gérer ce trop-plein d'informations, nous avons heureusement une mémoire des souvenirs, mais par contre, on ne peut pas tous les stocker. Donc, nous mémorisons les parties qui nous semblent les plus utiles et auxquelles nous allons faire référence de plus en plus souvent. Par contre, le pendant de tout ça, c'est qu'on va délaisser totalement d'autres informations qui pourraient être utiles par la suite. Alors, que se passe-t-il? Donc, il faut qu'on aille vite parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui nous arrivent et elles nous demandent de réagir très vite. Ok, et puis on en a trop d'informations, donc il va falloir qu'on les scinde et qu'on prenne que celles qui nous intéressent. Et en même temps, ces informations, nous ne sommes capables de les détecter qu'à partir de ce que notre mémoire a stocké. Et notre mémoire, elle ne stocke que des choses très partielles. Eh bien, pour ça, le cerveau va avoir affaire au sens. Il va essayer de raconter une histoire, de faire un récit de façon à ce que notre réaction soit la plus adaptée possible à ce récit. Voilà, donc nous cherchons, que nous le voulions ou pas, spontanément, du sens tout le temps. Et ce sens-là, eh bien, nous amène à des interprétations souvent erronées, ou en tout cas à un récit souvent douteux. Alors, on va essayer désormais de vous faire vivre quelques expériences pour vous faire ressentir ces raccourcis, ces biais cognitifs qui apparaissent lors des 4 situations que nous venons d'évoquer. Alors, première expérience qui s'affiche à votre écran avec cette petite énigme à laquelle vous allez pouvoir répondre sur le chat. À votre avis, une batte et une balle coûtent 1,10 €. Alors, si la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle? On vous invite à vous rendre sur le chat, lancez-vous, donnez-nous la première réponse qui vous vient en tête. Ça vous fait peut-être vivre des heures de classe de mathématiques un peu douloureuses, mais voilà, c'est le petit exercice. Alors, je vois que certains sont en train de commencer à écrire. Pas de crainte. Il n'y aura pas de relevé de notes. Même Fabrice, si vous voulez vous tenter au jeu. Alors, 90 centimes. 90 centimes, ça serait donc le coût de la balle. Ça ne va pas le faire tout à fait. 10 centimes. Ah oui, vous êtes quand même nombreux à dire 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. Alors, pardon, non, c'est bon. Il semble évident, enfin en tout cas moi automatiquement, la première chose automatiquement à laquelle je vais penser, c'est je vais m'orienter vers les 1 € et les 10 centimes. Mais il y a bien noté dans la consigne qu'il faut qu'il y ait 1 € de différence. Alors si la batte coûte 1 € et que la batte coûte 10 centimes, alors la différence de prix entre ces deux éléments sera de 90 centimes et du coup la réponse n'est pas bonne. La réponse, elle est bien 1,05 centimes et 5 centimes. Certains l'avaient trouvé, je crois. Effectivement, notre cerveau, en répondant spontanément 10 centimes, a pris un raccourci. Ce biais cognitif nous montre que nous préférons les solutions les plus simples plutôt que les plus complexes et qui mobilisent davantage notre réflexion. C'est un raccourci tout à fait naturel auquel il faut simplement être un peu vigilant.
Oups, dit Virginie Fescous, ben oui, c'est en fait exactement ce que notre cerveau engendre très régulièrement, des oups, parce qu'on est allé trop vite. Alors, deuxième expérience avec cette question à laquelle vous allez également pouvoir répondre sur le chat. La réponse, eh bien, vous allez nous la donner également. Alors, je vous rassure, cet exercice, cette énigme est un véritable casse-tête. Selon à qui on la pose, ça peut prendre des minutes entières. Alors, je vois Jean-Paul qui nous dit 7. Pourquoi 7? Parce que c'est gris. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, quelle autre réponse? Pas de couleur, d'accord. Donc là, il n'y a pas de couleur, quoique le 9 ou le 4, est-ce que c'est une couleur? Est-ce que le gris en est une? Il n'y a pas d'erreur, nous dit Chantal. On cherche, hein? On n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Allez, je vais vous la donner. Oui, le 0, le 7, à vous chercher là-dessus. Et en fait, je ne vois aucune bonne réponse. Regardez bien la première ligne et la deuxième ligne. Êtes-vous capable de trouver l'erreur? Vous voyez, en fait, on s'est tous fait avoir par ces chiffres qui sont inscrits en gros, placés au centre, qui sont mis en avant par leur taille, avec des couleurs différentes. Et du coup, notre regard est automatiquement orienté vers cette partie de l'écran. Et notre cerveau, qui est attiré par cette espèce de bizarrerie, va leur faire un raccourci sans prendre le temps de scanner tous les mots depuis la première phrase. C'est sa manière de gérer le trop-plein d'informations. Je vous rassure, on s'est tous fait avoir. Alors, troisième expérience qui porte cette fois-ci sur notre mémoire, nos souvenirs, avec ces heuristiques qui sont plus simplement nos pensées routinières, ces pensées qui sont communément admises, que nous vous proposons aujourd'hui de remettre en question. Alors vous voyez, la majorité a raison, ce qui est logique est vrai, ce qui est officiel est important, ce qui est rare est cher, l'union fait la force. Enfin, vous connaissez tous ces célèbres adages. Pour agir face à une situation, nous empruntons tous ces couloirs qui sont des raccourcis. Et ces couloirs sont issus de nos propres expériences, de notre environnement social et familial, de ce qu'on nous a appris, inculqué. Mais ces couloirs, ils sont parcourus d'idées reçues, donc à prendre avec des pincettes. Jérôme, est-ce que tu souhaites compléter avec quelques exemples? Alors, en fait, compléter, non. Moi, je vous invite à faire l'exercice, c'est-à-dire à essayer de faire ressurgir de votre mémoire toutes ces pensées routinières et puis de les noter et puis de se dire, dans le fond, quelle est l'objectivité réelle de ce qui est dit? Est-ce que la majorité a raison? Franchement, eh bien, ça n'a aucune garantie scientifique que la majorité ait raison, par exemple. Et vous voyez, vous faites la liste et vous remettez en cause, finalement, un certain nombre de ces idées reçues qu'on appelle les pensées routinières. Par exemple, si on vous avait suivi sur les 10 centimes ou sur le chiffre 7, a priori, la majorité n'avait pas raison. Alors, dernière expérience pour illustrer la recherche de sens, je vais vous mettre une vidéo qui va nous permettre de voir ce test de la danseuse. Peut-être certains la connaissent. Je vous invite du coup d'abord à vous concentrer sur l'image centrale, pour voir, selon vous, dans quel sens tourne cette danseuse. Voilà, gardez quelques instants. Est-ce qu'elle tourne plutôt dans le sens des horloges d'une montre ou l'inverse? Certains d'entre vous vont visualiser la rotation dans un sens et d'autres vont visualiser le contraire. Alors maintenant, regardez les images de gauche et de droite et voyez que finalement les deux sens sont vrais. Voilà, l'expérience est assez troublante parce que dès qu'on regarde l'image de gauche ou de droite et du centre, celle du centre finalement tourne dans le même sens. Donc on va regarder celle de gauche, on va automatiquement se mettre dans le sens de rotation indiqué et puis pareil pour la droite. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que lorsqu'une information complémentaire nous est donnée, ici représentée par les traits de couleur, notre cerveau enrichit sa compréhension du sens. Sinon, s'il n'en a pas, il va en créer par lui-même. C'est ce que vous avez fait avec l'image centrale. Et dans notre quotidien, nous passons notre temps à créer du sens qui n'est pas le reflet de notre réalité.
Alors en fait, ce qu'on est en train de démontrer, c'est que notre cerveau nous montre non pas le réel comme il est, mais tel que nous le construisons dans notre tête, dans notre cerveau. Et à travers ces expériences, nous avons montré par quelques biais cognitifs comment en fait notre cerveau était capable de nous faire voir une réalité qui n'en était pas véritablement une. Pour ces 4 biais, sachez qu'il en existe, enfin il en a été recensé à peu près 200, même un peu plus de 200 dans un codex extrêmement intéressant qui indique sur quel type de biais, notamment autour de ces 4 fonctions que nous avons présentées tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité d'aller vite, la nécessité de traiter de l'information, de faire appel à notre mémoire et de donner du sens. Regardez chacune d'elles, prenez le temps, c'est extrêmement intéressant. Ça nous permettra en tout cas à chacun de prendre du recul et de comprendre que ce que nous croyons être dur comme ferme, la réalité ne l'est pas, mais n'est que notre représentation. Alors, en effet, nous allons désormais vous présenter les 4 biais qui, selon nous, développent le plus nos résistances à la diversité, avec tout d'abord le biais d'ancrage. Alors, le biais d'ancrage désigne la difficulté que l'on rencontre à se départir de sa première impression. En se focalisant sur une première information, une première valeur ou un premier élément, l'esprit n'arrive plus à apprécier et prendre en considération les nouvelles informations, les nouvelles valeurs ou à envisager d'autres choix. Par exemple, celui-là a une tête bizarre, il inspire la peur ou la compassion, ou il arrive en retard le premier jour, il n'est donc jamais ponctuel, il ne comprend pas telle consigne, il est donc bête. De telles étiquettes seront très difficiles à retirer de notre mémoire. Après le biais d'ancrage, celui de confirmation, il désigne notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Il sera encore plus prononcé, bien sûr, dans des contextes idéologiques, politiques ou les contextes sociaux chargés d'émotions en l'occurrence. Par exemple, une personne en situation de handicap souffrant d'un trouble 10 est moins compétente qu'une personne valide. La preuve, elle ne sait pas écrire ou compter correctement, elle met du temps, elle a donc nécessairement en fait une déficience intellectuelle, qu'on le veuille ou pas. Toutes les actions, de toute façon, qu'elle mettra en œuvre seront évaluées à partir de cette croyance à nos yeux, c'est-à-dire que à travers ce prisme de la performance, cette personne n'est pas capable de faire comme les autres. Or, en fait, les talents de cette personne, au-delà des fonctions exécutives lésées, sont tout aussi importantes que la nôtre et avec un certain nombre de mesures compensatoires, y compris en termes de métacognition, on va se rendre compte que cette personne a en fait des talents extrêmement intéressants pour nous. Troisième biais dont il faut vous méfier, le biais d'orgueil ou le biais de confiance excessive. Alors, le biais de confiance excessive, c'est la tendance à surestimer ses connaissances, ses capacités physiques et intellectuelles et à avoir trop confiance dans son jugement, notamment son aptitude à prédire un événement incertain. Par exemple, lorsqu'on prend le volant après avoir bu de l'alcool et qu'on se dit que voilà, l'alcool a peu d'effet sur nous, bien sûr, ça joue évidemment sur notre certitude que notre intuition est la bonne. Par exemple, je me méfie de lui, il a un regard qui n'est pas franc. Alors, un des biais, hélas, qui nous traverse très souvent et qui nous plombe, si je puis employer cette expression, c'est le biais de négativité. C'est un phénomène qui fait que les individus sont davantage marqués par les expériences ou les informations négatives que par les positives. Ils en tirent plus d'enseignements, les utilisent plus souvent. On retient ainsi plus facilement les mauvaises nouvelles que les bonnes, les échecs que les succès, les défauts que les qualités d'une personne, les critères que les compliments. Et là, vous me voyez venir, les critiques, pardon, pas les critères, les critiques que les compliments. Nous allons bien sûr aussi découvrir à travers les témoignages qui nous seront donnés, eh bien que quand on pose un regard positif, eh bien on permet à la personne, on va dire, de se réaliser d'une manière positive. Quand on construit un regard négatif sur la personne, vous le savez dans l'éducation des enfants, mais c'est la même chose sur le management, on est exactement dans l'effet inverse, c'est-à-dire la personne va s'identifier à cette représentation négative et s'y conformer. Alors, à travers ces différents éléments que nous venons de vous présenter, nous voulions vous illustrer 2 points clés. Premier élément, notre cerveau crée de nombreux biais cognitifs, mais deuxième point, c'est naturel.
Maintenant qu'on vient de poser ça, il est important que nous vous partagions également comment jongler avec cela dans votre quotidien professionnel, avec un premier partage, une première bonne pratique qui vous est sans doute venue à l'esprit après les quelques expériences que nous venons de vous faire subir, c'est apprendre à douter en permanence, à se remettre en question, ne jamais prendre quelque chose pour acquis, c'est-à-dire remettre en cause constamment notre système de croyances. Cela se fait en passant d'un système de pensée immédiat à un système de pensée lent et réfléchi. C'est ce que nous appelons le système 1 et le système 2. Le système 1 va mobiliser les réflexes innés, les sens, et du coup va envoyer un certain nombre d'hormones. Le système 2, au contraire, va être plus lent, mais va nous permettre d'objectiver nos pensées. Alors, la deuxième pratique, évidemment, c'est d'user, même d'abuser de l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce qu'il enrichit automatiquement notre vision. Si nous avons un point de vue, une représentation particulière, une capacité à voir le monde, elle est infime par rapport à ce que l'intelligence collective, c'est-à-dire les divers points de vue, les divers regards peuvent apporter à la compréhension, à l'objectivité de ce monde. Alors, n'hésitons pas à aller demander aux autres ce qu'ils en pensent. Ça nous donnera de toute façon une vision du monde plus large. En effet, pour poursuivre ce cheminement de l'intelligence collective, on vous conseille également de mettre en place un processus de décision collégiale. Ça existe déjà peut-être chez vous à travers l'approche pluridisciplinaire. Donc, mettre en place ce processus pour élargir finalement le champ de notre compréhension avec différents points de vue, avec différents professionnels qui n'ont pas la même expérience et le même vécu, afin finalement de faciliter la sortie de la pensée routinière, d'une pensée automatique pour passer à une pensée réfléchie. Et puis, le dernier point que vous découvrez, réapprendre à vivre dans le présent et non dans le passé ou le futur. En fait, une grande partie de notre réflexion nous fait traîner, on va dire, c'est une espèce de poids, de boulet du passé dans lequel nous le ressassons en permanence. En fait, la réalité, c'est que seul le présent existe. Le passé n'a plus lieu d'être. Quand on le fait ressurgir, il n'est que l'effet d'une mémoire dont on a vu tout à l'heure qu'elle stockait des informations qui étaient des informations partielles. Alors, évidemment, on peut s'en inspirer, tirer un certain nombre d'enseignements, mais attention à ce que ces enseignements ne soient pas gravés comme des certitudes alors que ce n'est pas le cas. C'est un peu la résilience finalement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, hein, une nouvelle situation, comment arriver à s'adapter, ben, c'est certainement pas en puisant dans le passé, même le premier confinement n'est pas le même que le deuxième, ou le deuxième plutôt que le premier, et donc du coup, face à cette incertitude, acceptons de nous laisser surprendre par notre environnement, et évidemment par l'autre. Vous comprenez qu'en termes de management, finalement prendre en compte que nous avons toujours à chaque instant à découvrir autre chose, à découvrir une autre réalité, une autre représentation de la personne, c'est important, j'ai envie de vous dire, non seulement dans le management, mais peut-être dans le regard que nous portons auprès de nos enfants, comme dans le regard que nous avons peut-être dans le couple. Posons un regard chaque fois nouveau sur notre conjoint, et je suppose que, enfin je suis sûr, puisque je l'ai déjà expérimenté de nombreuses années, et bien que ça change complètement la donne. Et puis il y a en fait réapprendre à vivre dans le temps présent, c'est aussi quelques exercices que nous avions proposés à ceux qui nous ont déjà écoutés, par exemple de respiration, de prise de recul, de méditation, de temps de pause. Voilà, par exemple, régulièrement dans la journée, faites 3 minutes pendant lesquelles vous essayez de faire le vide dans votre pensée. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus objectif après. Si nous essayons de faire une mise en perspective de ce que nous avons vu précédemment, nous comprenons que notre peur de l'autre dans sa différence provient de ce que notre cerveau a gravé en nous comme une expérience de stress, parce que finalement, il ne connaît pas encore cette situation, il ne sait pas comment la traiter. Et du coup, chaque nouvelle situation va donc probablement générer en nous de la peur. Alors, comment s'en défaire? Eh bien, comme les cafés joyeux finalement le proposent, en allant à la rencontre de la différence, mais aussi en prenant du recul, en relativisant, en se demandant par exemple si notre mode de fonctionnement, la qualité des relations, l'écoute de l'autre que nous pouvons avoir n'a pas besoin d'être dépoussiéré, repensé à l'aune de ce qu'on a envie de construire collectivement. Voilà, je vous propose maintenant de passer sur notre deuxième table ronde, et pendant que Olivier Ripon et Éric Dugas nous rejoignent, peut-être Fabrice, voilà, une réaction face à ce qui vient d'être dit d'une manière bien sûr extrêmement rapide, faute de temps.
Oui, mais merci Jérôme. Donc effectivement, direction un peu déjà de tout ce qui a pu être présenté. Je pense que voilà, il y a vraiment un rapprochement, je pense qu'on peut faire entre la thématique elle-même, du management de la diversité, et puis aussi justement le management lui-même, la façon dont on le perçoit, dont on l'exerce. Et du coup, les retours d'expérience, par exemple, du Café Joyeux, et puis justement les préjugés, les images, en fait, les automatismes qu'on a tous, en fait, qui nous concernent tous, renvoient en fait à nos expériences personnelles, en fait, si on a été manager ou si on est managé. Et puis, quand on est manager, on est soi-même managé. Donc, effectivement, je pense que c'est une occasion de ce qui a été présenté, d'avoir un moment d'avoir une réflexion plus profonde en fait sur nos pratiques, sur la manière dont on est managé, sur la manière dont on manage, et sur le champ particulier en fait de l'accueil de personnes en situation de handicap, voilà, d'explorer en fait justement cette prise de conscience en fait que en fait on a toujours la possibilité de faire autrement. Et parfois, du coup, on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, se poser chaque fois la question, à un moment, faire la pause, et puis se poser la question de savoir effectivement si on ne peut pas faire mieux. Et ça, je pense que dans toute organisation, que ce soit d'ailleurs dans la fonction publique ou ailleurs, et vu les métiers maintenant qu'on connaît, qui évoluent, cette exigence, en fait, se demander et toujours s'interroger sur la manière dont on exerce nos activités, elle est transcendante en fait à tous les professionnels. Et donc, voilà, je pense que c'est une chance en fait, voilà, ce qui a été présenté là ce matin, ça vous ouvre, je pense, des perspectives. Moi, je pense que comme chacun dans nos métiers, on a une exigence de se tenir à niveau. Et bien, le management, en fait, c'est aussi une exigence de s'interroger sur les compétences qu'on doit avoir en tant que manager, et puis sur les personnes managées aussi, une réflexion sur la manière en fait dont aussi on pourrait améliorer en fait le management. Voilà. Donc je pense voilà, c'était très riche en tout cas, et donc voilà, je pense que ça ouvre des perspectives intéressantes pour ceux qui n'avaient pas conscience peut-être effectivement de toutes ces branches qu'on a interrogées, explorées de manière très simple, mais en tout cas utile. Merci beaucoup Fabrice. Alors, ça va être une bonne transition pour notre troisième chapitre, entre guillemets, de ce webinaire. Ce chapitre va essayer de faire un zoom un peu plus particulier sur le management de la diversité dans la fonction publique. Dans le fond, ce qu'on a vu, le Café Joyeux, ça a l'air d'être une très belle histoire, mais nous, on a quand même un cadre, on a quand même des contraintes plus importantes. Voilà. Est-ce que les marges de manœuvre que nous avons sont suffisantes? En quoi nous sommes aidés ou au contraire freinés dans notre mode d'organisation? Bref, pas mal de questions qui vont se poser à nous avec Olivier Ripon, qui est directeur adjoint informatique à l'université de Bordeaux, et Éric Dugas, qui est correspondant handicap. Voilà, l'un et l'autre ont des fonctions un peu différentes. Manager pour Olivier, vraiment dans le dur, avec un certain nombre de développement. Éric, c'est aussi le cas, mais aussi chercheur en ce qui vous concerne. Et puis, bien sûr, quelqu'un qui a pas mal travaillé autour des mesures d'adaptation et qui a peut-être un peu plus de recul. Je crois que Olivier Ripon va nous témoigner de son expérience et que nous allons voir qu'en fait, on peut y arriver, mais tout le monde peut-être n'en est pas encore là. Alors, peut-être commencer par Olivier Ripon, vous qui êtes un manager. Première question un peu générale, comment s'inscrit le management de la diversité d'après vous dans votre équipe? Oui, bonjour à tous et tous. Donc, effectivement, comment ça s'inscrit? Alors, premier point, déjà rapidement pour me présenter, moi je suis à l'Université de Bordeaux depuis 2 ans. J'étais avant au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et juste petit point de préambule, dans une logique de management, aujourd'hui, c'est déjà de la diversité. Enfin, c'est-à-dire manager, on est forcément confronté à de la diversité parce que, alors le truc le plus simple finalement, c'est on a des compétences multiples, des expériences, des expériences humaines aussi différentes. Donc, on a du savoir faire, mais également du savoir-être à composer. Et déjà, être manager, c'est déjà composer avec tout ça.
Petite anecdote toute simple, en étant à la région Aix-Aquitaine, avec la fusion Nouvelle-Aquitaine, déjà la diversité, on peut aussi la rencontrer tout simplement entre un Aquitain, un Limousin, un Poitevin charentais, et déjà on est en plein cœur de la diversité. Et effectivement, quelque part, l'appréhension d'une certaine façon du handicap, voilà, on rajoute un paramètre, on rajoute un composant, mais quelque part, l'approche handicap est déjà finalement s'inscrit dans une diversité qui est déjà du quotidien dans une logique de management, dans cette composition un peu finalement de ressources humaines. Et au final, un peu, c'est tout le charme de l'humain de composer, de rassembler les humains à travers des objectifs, des décisions, des consignes et quelque part un peu le jeu du manager au jour le jour. Olivier Ripon, je reviens vers vous très très vite parce que votre témoignage est extrêmement intéressant, mais une question peut-être à Éric Dugas pour arriver un peu à planter le décor, et notamment dans les universités. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont fait avancer, qui ont permis aussi petit à petit de changer de paradigme. Je pense notamment à la loi que Geneviève Fioraso avait à un moment donné promulguée. En quoi finalement ces lois ont-elles facilité ce changement de paradigme en termes de diversité ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle demi-journée. Oui, alors je suis chargé de mission, je suis chercheur, mais chargé de mission handicap à l'Université de Bordeaux. Sur la correspondante handicap, c'est Nathalie Constant, avec son équipe RHDS, qui justement s'occupe du personnel. C'est important, on l'a dit en introduction tout à l'heure. Il y a en effet des correspondants, des référents handicap dans les universités. Alors oui, en effet, l'université, longtemps, a été souvent décloisonnée, on va dire, ou cloisonnée avec le monde qui l'entoure, le monde de l'entreprise, parfois, le territoire. Et c'est vrai que la loi, en tout cas LRU, relative aux libertés et aux responsabilités de l'université, qui était au 10 août 2007, donc 20 ans après celle du 10 juillet 87, sur l'obligation des 6% pour les entreprises au-dessus de 20 salariés, comme on l'a entendu à l'introduction, eh bien, ça a permis justement peut-être d'enlever certains freins, certaines inerties liées à la gestion des ressources humaines. Je pense que ça a permis, en tout cas, de faire évoluer les universités, aussi bien sûr, sur l'organisation, sur la gestion, mais aussi, surtout, je pense, et on l'a entendu jusqu'à maintenant, sur la proximité avec le personnel et les personnels. Il faut oser aller vers l'autre, il faut rentrer en résonance émotionnelle avec l'autre pour mieux le comprendre et ensuite mieux agir. Donc ça, je pense que ça a été une avancée. Oui, vous avez raison de souligner, la loi Fioraso, bien sûr, de 2013, très important, ça a permis, d'avoir des chargés de mission handicap, d'avoir aussi un schéma directeur handicap qui permet de poser des jalons sur des actions à prioriser, avec des indicateurs, une évaluation, et co-construire avec tout le personnel, tous les acteurs, en fait, de l'Université de Bordeaux. Et a fait suite, bien sûr, juste cette loi a fait suite à 2 chartes importantes, celle de 2007, puis après celle de 2012, qui a permis de renforcer les dispositifs et de développer la politique d'accessibilité également et des ressources humaines, techniques et matérielles de l'université. Donc voilà, c'est un long processus temporel. Merci Eric. Alors vous avez évoqué à un moment la question du changement de regard. Justement, j'ai envie de m'adresser à Olivier Ripon. Pouvez-vous finalement nous dire quel est le juste regard d'un manager de la diversité, en tout cas que le manager doit porter sur une personne en situation de handicap, ou peut-être plus généralement sur ses propres collaborateurs, sur n'importe quel collaborateur? Effectivement, ce regard, le handicap quelque part va au moins nécessiter un travail d'adaptation. Alors, je crois que j'ai l'impression que j'ai peut-être un souci de... Ah, on a fait disparaître Olivier, désolé. Peut-être Eric répondre aussi à cette question, parce que je crois que vous avez pas mal théorisé, réfléchi justement sur cette diversité. Quel est le changement qu'il faut opérer en nous et quel type de regard faut-il porter? Oui, c'est en effet un problème de regard, et vous l'avez souligné tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est lié aux représentations sociales que l'on a, mais aussi aux environnements. C'est important, il y a des inégalités parfois spatiaux, on va dire territoriales, ça c'est important de le savoir. Il y a aussi des formes de catégories où c'est difficile. On sait que les personnes qui sont en situation de handicap sont 2 fois plus au chômage, et en plus ça touche
également la jante féminine. Donc, vous voyez que même s'il y a un processus d'inclusion qui se fait depuis l'école, grâce à des lois, et je pense que c'est important de bien comprendre que quand il y a des incitations et que celles-ci ne suffisent pas, il faut des obligations. Il faut dénormaliser, en fait, il faut rendre anormal ce qui paraît normal pour une minorité qui n'a pas justement la même chance ou la même place, vous l'avez dit tout à l'heure, que les autres. Donc, la diversité, c'est complexe, et je pense que justement au travers de ces obligations, mais aussi de ces incitations, d'oser aller vers l'autre, ça permet de comprendre que la diversité peut être une richesse et non pas un frein. C'est pour ça qu'il faut une sensibilisation, il faut tout un travail en amont, il vaut mieux proagir que réagir. Et souvent, malheureusement, une personne employée vient sur un lieu, sur un établissement, avec une grille de compétences, souvent les grilles enferment malheureusement trop, et se sent incapable. Et le manager, lui, de son côté, se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette personne, avec justement toutes les doléances? Donc, il faut partir des compétences des personnes. Donc, ils sont capables autrement. On l'a bien montré tout à l'heure dans la vidéo. Et c'est donc cette co-construction qui doit se faire avec toutes les ressources internes et extérieures, en tout cas, à une université. Et pour terminer, je dirais une chose importante. L'université a souvent été un petit peu cloisonnée, je l'ai dit, c'était des enseignants, des chercheurs, donc de la formation et de la recherche. Et non, il y a beaucoup de personnel. C'est un ensemble de métiers très, très, très diversifiés. Donc, l'université est un employeur, bien entendu, en premier chef pour nos étudiants. Et je dis souvent, on ne parle pas d'université qui est dans le territoire, mais c'est l'université du territoire. Et ça permet d'inclure également notre université dans notre territoire avec toutes les mesures que l'on fait, toutes les conventions, toutes les actions avec le territoire, mais sur le plan local, mais aussi national. Voilà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai l'impression dans ce qu'on dit qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire il y a une contrainte nécessaire, mais d'un autre côté, on a posé, et puis on va reprendre avec Olivier notre discussion tout à l'heure, mais on a posé, je crois, avec les cafés joyeux au moins au début, qu'il y avait aussi un changement de regard, une joie à mettre. Alors, contrainte, organisation, procédure, on vous demande de faire telle ou telle chose, les quotas, etc. Et puis d'un autre côté, eh bien, on est sous une exhortation à être d'abord soi-même tout en vérité. Fabrice, vous qui portez justement une politique handicap forte avec le FIPHFP, qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe? Oui, Jérôme, je pense qu'effectivement, ça peut être présenté comme un paradoxe, effectivement, parce que la fonction publique a plutôt l'image justement d'une certaine rigidité et qui induit derrière en fait des difficultés, par exemple dans les situations de management, puisqu'il y a les fameux liens hiérarchiques, voilà. Et effectivement, par contre, je pense que les métiers de la fonction publique évoluent également. Et du coup, dans les politiques que l'on porte, en fait, c'est assez intéressant. On voit bien l'évolution, les démarches. On fait des employeurs de fonction publique qui, alors ça demande du temps, mais qui évoluent justement sur le fait que pour pouvoir, on évoquait donc des exigences d'efficacité, d'efficience, voilà. Pour obtenir des résultats de qualité, en fait, eh bien, le management aussi doit pouvoir disposer des moyens. Il doit pouvoir aussi être correctement formé, sensibilisé. Et je pense que ça, c'est dans la fonction publique, chez les employeurs en tout cas, une prise de conscience assez forte en fait qu'on voit monter dans les partenariats qu'on a avec les employeurs sous convention avec le FIP, où justement cette démarche de conventionnement, elle n'est pas simplement une démarche d'affichage. Il y a une réelle en fait volonté en fait chez les employeurs, chez les décideurs en fait, d'avoir en fait un levier. Et du coup, la politique handicap, c'est par exemple pour la partie de l'université, hein, il y a aussi un schéma directeur handicap. Il y a donc en fait, on a évoqué les étudiants. Il y a une démarche générique en fait sur le handicap. Et du coup, ce que vous appelez paradoxe, en fait, je pense que on est dans une évolution longue grâce justement aux obligations qui ont été données. Et du coup, ça devient progressivement, alors il faut être patient, mais en tout cas, je pense que ça prend un sens plutôt positif, c'est-à-dire on voit bien que maintenant les employeurs publics s'emparent en fait de cette thématique et construisent en fait une démarche où justement on donne de l'autonomie au management aussi, et ça dépend pas que du handicap, hein,
Mais dans ce cadre-là, en fait, alors peut-être le paradoxe, il est lié au fait que on garde, en fait, on parlait des préjugés, des images qu'on conserve. Même chez les managers, il y a aussi peut-être encore le fait qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de modifier, d'interroger les pratiques qui existaient quand ils sont arrivés, alors que je pense que la donne a changé et que du coup, il y a une vraie démarche, en fait. Si vous parcourez, par exemple, la littérature ou les documents qui peuvent être publiés, par exemple, par la DGAFP, hein, qui donne un peu le là, en fait, de la démarche, vous avez quand même beaucoup d'angles, en fait, d'incitation à ce que le management, en fait, interroge ses pratiques et soit ouvert. Alors, Eric, je vous ai vu, je vous ferai intervenir juste après. Je profite du fait que Olivier Ripon soit avec nous et que ça va peut-être pas durer pour revenir un tout petit peu, parce que vous venez de l'évoquer, sur la question de la posture. Et puis, on reviendra après sur le côté un peu plus conceptuel, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir votre témoignage. J'avais l'impression, en vous entendant, Fabrice, que vous alliez dire, finalement, le handicap, ou en tout cas le management de la diversité, c'est peut-être l'occasion qu'on se donne d'avoir une forme de laboratoire d'expérience, mais qui est valable plus largement. Et d'après vous, Olivier Ricon, quelle est la variété des postures qu'il faut avoir en tant que manager? Et je sais très bien que quand je vais vous parler de manager de la diversité, vous allez me dire, mais non, le management tout court, puisque vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Oui, exactement. Vous m'entendez? Oui, absolument. D'accord, pardon. Oui, tout à fait, effectivement, c'est déjà dit tout à l'heure, mais la posture, elle est importante, notamment dans une logique aussi d'adaptation. Enfin, pour parler aussi de choses concrètes et donner des exemples de vécu, en citant un peu les cas classiques de personnes en mobilité réduite ou en fauteuil, effectivement, on va être dans une logique d'une posture où, quelque part, par rapport au management au quotidien, eh bien, il y a eu une phase dite d'adaptation. Il a fallu tout simplement agencer, ça peut être tout simplement un mobilier, ça peut être des espaces de bureau. Donc, on est sur des étapes, une posture qui, initialement, vont devoir, on va dire, adapter, on va dire, l'environnement de travail immédiat. Ça peut être également adapter une fiche de poste, sous-entendu en reprenant un autre exemple de handicap. Je vais prendre des cas classiques un petit peu, mais une personne qui ne peut pas porter de charge lourde et qui pourtant, là, dans les équipes informatiques, peut être amenée à aller au contact des utilisateurs, déplacer du matériel, etc. Bon, voilà, c'est quelque part aussi le fait d'accepter, c'est là où je vais en venir ensuite, c'est que quelque part, à la fois, on va dire, le manager sait que d'une certaine façon, dans cette fiche de poste ou par rapport aux missions au quotidien, il y a des choses qui pourront se faire, d'autres qui effectivement vont pouvoir se faire, mais avec des choses compensées ou adaptées, et puis il y a des choses qui ne pourront pas se faire. Et quelque part, cette reconnaissance, pour moi, à la fois du manager de prendre conscience, c'est pas, on va dire, une reconnaissance en tant que telle, mais c'est une prise de conscience, une acceptation finalement de ces adaptations. Mais cette adaptation, pour moi, ce qui est important, et cette prise de conscience, elle doit être réciproque, elle doit être bipartite. Sous-entendu, le collègue également, on va dire, en situation de handicap, quelque part, accepte aussi que finalement, on ne lui demandera pas tout à fait, forcément en tout cas, les mêmes tâches que le collègue qui, lui, par exemple, ne souffre pas de port de charge lourde ou de quelqu'un qui est, on va dire, n'est pas en fauteuil et n'a pas de ces soucis de mobilité. Mais du coup, cette posture et cette adaptation, elle se fait finalement à l'initialisation, et j'ai presque envie de dire au fil de l'eau, en vitesse de croisière, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le quotidien et qui se lisse, qui se donne, mais d'une certaine façon qui n'existe plus en tant que tel, parce que voilà, cette acceptation du début a été quelque part mise en place. Et on va uniquement avoir dans certains événements, en reprenant un petit peu les exemples que je citais, malgré tout, de temps en temps, des points de vigilance. Les exemples classiques, c'est une évacuation incendie où effectivement, si je prends l'exemple de la DSI à l'Université de Bordeaux, on est sur 2 étages. On a au premier étage, il se trouve qu'on a deux personnes du coup en fauteuil. Et effectivement, voilà, à la lueur d'une évacuation incendie, c'est là où il faut être du coup capable de reprendre un peu de recul, d'être réinterpellé, de revisiter finalement une séquence qui, pour tout à chacun, dit, ben voilà,
on sort du bâtiment, on évacue et on prend surtout pas les ascenseurs, eh bien pour les 2 personnes en fauteuil, il faut du coup revisiter cette procédure en disant voilà, comment ça se passe, comment ça se gère. Effectivement, on ne prend pas les ascenseurs, du coup il faut pouvoir identifier des zones sur lesquelles les personnes en fauteuil vont pouvoir se poser en attendant les secours. Et c'est vrai que c'est à la lueur de certains événements comme celui-ci où on doit, entre guillemets, reprendre un petit peu de vigilance, réadapter, ou en tout cas revisiter ces points-là. Et je pense que… Pardon. Oui, juste pour rebondir aussi sur un des éléments que vous avez évoqués, vous avez une illustration qui est le handicap physique et donc c'est visuellement facile pour nous à nous projeter là-dedans sur des mesures d'adaptation. Pour autant, il y a d'autres types de handicaps. Qu'est-ce que les handicaps mentaux ou psychiques, par exemple, demandent de plus en termes de management ? Là, effectivement, c'est plus compliqué. Et quelque part, là, il y a un point très important. Tout à l'heure, Éric Dugas parlait du travail au niveau de l'université, du pôle RHDS, avec tout ce qui peut être aussi accompagnement des ressources humaines, mais voir également en dehors de l'université de Bordeaux. Pour vous donner un cas concret, effectivement attaché à un trouble psychique, l'acceptation un petit peu bipartite dont je parlais tout à l'heure, eh bien déjà, sur ce terrain-là, on voit que, moi en tout cas je le vois en tant que manager, je peux avoir des difficultés parce que finalement, autant moi je peux voir entre guillemets d'une certaine façon les contraintes, les adaptations qui pourraient être mises en place pour la personne justement qui a ce trouble psychique. Pour autant, le trouble psychique lui-même peut faire penser à la personne qu'elle est apte ou qu'elle peut réaliser cette tâche-là. Et là, ça devient, entre guillemets, plus compliqué parce que, aussi, entre guillemets, basique qu'une fiche de poste qui aura été adaptée par le manager vis-à-vis de la personne qui a ce trouble psychique, eh bien, on va pouvoir effectivement, de façon à ne pas mettre en difficulté la personne elle-même, mais également de ne pas mettre en difficulté les collègues, parce que quelque part, d'une certaine façon, là, on s'intéresse et je stigmatise, entre guillemets, vis-à-vis de cette relation du management vis-à-vis d'une personne en situation de handicap, mais en réalité, c'est au milieu et au sein d'une équipe, au sein d'une direction, et d'une certaine façon, toute cette adaptation, il faut avoir le regard vis-à-vis de la personne en situation, mais également vis-à-vis des collègues et éventuellement des managers intermédiaires, etc. Et pour revenir un peu sur cette difficulté que je citais autour du trouble psychique, c'est que déjà pour bâtir cette reconnaissance mutuelle, c'est là où déjà il peut y avoir des difficultés. Parce que la personne avec le trouble psychique peut très bien, elle, se sentir tout à fait capable et ne pas accepter finalement qu'on lui restreigne, entre guillemets, ou j'allais dire restreindre, mais c'est en réalité plus adapté. On va adapter des missions, on va peut-être retirer des choses qui, entre guillemets, peuvent être, on va dire, dangereuses. À la fois, il n'y a pas de danger immédiat, mais en tout cas, c'est plus dans une logique de mettre en difficulté la personne et les autres. Et du coup, pour éviter cette mise en difficulté, moi, j'ai eu à travailler une fiche de poste où, au contraire, on a élagué certains items. Et la personne en face, de toute façon, refusant et disant, ben non, moi, je ne comprends pas, je suis tout à fait capable de faire ça. Et c'est là où, quelque part, cette acceptation-là pose difficulté. Et du coup, le manager, entre guillemets, aussi humble je peux être, du coup, finalement, atteint ses limites en disant, ben voilà, là, moi, en tant que manager, j'ai un collègue, je vais dire, ben voilà, écoute, tu fais ça, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que d'une certaine façon, l'évolution de la DSI, du B avec les fusions a fait qu'on est passé d'une équipe de 10 personnes à aujourd'hui une équipe de 100 personnes. Et évidemment, mais j'ai envie de dire, c'est vrai pour tout collègue, les fiches de poste ont dû s'adapter, l'organisation du service a dû s'adapter. Et effectivement, dans cet acte, on va dire dans cette séquence de management où la personne en face finalement ne reconnaît pas et n'accepte pas, c'est là où quelque part le manager atteint ses limites, ou en tout cas moi j'atteins mes limites, et c'est là où l'accompagnement typiquement du pôle RHDS est important, c'est là où l'accompagnement est à la fois, ça fait un peu de teasing si jamais il y a un autre événement comme celui-ci pour que je puisse donner suite un peu à ce que je vous dis là. C'est vrai qu'on est en plein aujourd'hui sur un cas très particulier du coup, où on est aussi accompagné de Harry Insertion, qui est une association pour la réadaptation de l'intégration des personnes, et c'est vrai que du coup, le premier accompagnement, il est déjà sur le fait de, voilà, comment on crée cette acceptation un peu bipartite, comment on crée cette reconnaissance un peu mutuelle.
Alors, vous avez évoqué plein de choses, Olivier. Merci, c'était extrêmement riche. Parmi ce que j'ai envie de retenir pour donner ensuite la parole à Éric Dugas pour qu'il nous explique un peu plus, il y a la question d'équipe. Hein, on parle de sensibilisation des équipes comme c'est quelque chose qui devait descendre alors que probablement ça doit infuser. Puis vous avez parlé des ressources externes autant qu'internes qu'on peut mobiliser. Alors là, on voit bien qu'on est peut-être dans une stratégie qui est davantage une stratégie d'établissement que vous pilotez, Éric Dugas. Justement, quelles sont les actions en termes de sensibilisation qui renforce, participe en quelque sorte à ce changement de paradigme qui permet un management de la diversité qui prenne en compte les individus tels qu'ils sont capables d'apporter de la plus-value et pas uniquement tels qu'on pourrait les voir d'une manière contrainte et restreinte. Oui, tout à fait. Il faut bien sûr des formations. Donc, il y a des formations internes à l'Université de Bordeaux. Il y a aussi, comme on a vu récemment, des journées pilotées par le ministère comme Diodet, voilà, où le pôle justement des ressources humaines et du développement social, pour ceux qui n'avaient pas compris RHDS, j'ai vu sur le chat, eh bien, permet justement des liens aussi avec Cap Emploi, avec vous. Donc, il y a une sensibilisation qui est intéressante, mais ça suffit pas. Il faut passer après aux actes. Parce que la difficulté, je pense, entre un manager, une équipe, comme vous le soulignez, et les personnes sur handicap, c'est le bruit qu'il peut y avoir entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, le récepteur se pose des questions, l'émetteur aussi, donc on est dans une communication qui peut être bruitée, très délicate, et c'est là que justement il faut faire un pas l'un vers l'autre, faire tomber quelques barrières également, de dire qu'une personne handicapée, c'est forcément du temps perdu pour l'aménagement. On n'est pas forcé d'aménager forcément, c'est simplement une adaptation réciproque liée à un objectif commun. Donc vous avez raison, il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'il y ait un soutien global. Si c'est que l'action, par exemple, de la correspondante handicap et que ce n'est pas suivi par les autres acteurs de l'université ou d'un pôle, eh bien forcément, ça risque d'être très contraignant, aussi bien pour la personne handicapée que pour la personne qui accompagne. Il faut voir que les personnes qui accompagnent ont un rôle très important. Il faut aller sur les ressources émotionnelles et on est obligé d'être soutenu, de partager l'information et d'avoir une équipe plurielle. Et je pense que l'évolution grâce à l'autonomie des universités avec la loi LRU, en effet, a révélé qu'il fallait prendre soin justement de l'ensemble du personnel et il fallait une équipe pluricatégorielle, c'est-à-dire pour co-construire, il faut des ressources, on l'a dit, internes à l'université, mais aussi externes. Parce que le cas, par exemple, que vous disiez sur les problèmes de type cognitif ou psychologique, oui, ça fait plus peur, il y a moins de réponses, on est dans l'incertitude de l'autre, on n'est pas dans la transparence, et forcément, ça amène des freins, parfois des résistances. Et je tenais aussi à dire que une équipe qui accompagne, il y a vraiment partout en France et surtout, bien sûr, sur l'Université de Bordeaux, que je connais bien, des personnes compétentes qui s'investissent, assistantes sociales, correspondantes handicap, des chargés d'accompagnement qui sont là au quotidien pour aider et accompagner. Mais il faut qu'ils soient aussi aidés dans une politique collaborative pour pas qu'il y ait non plus de stress de leur part, un épuisement parfois professionnel, une baisse de capital empathique qu'on peut avoir à force d'être confronté seul à une autre personne. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif et on le montre bien à l'Université de Bordeaux, on l'a entendu tout à l'heure, schéma directeur handicap, mais il y a aussi un schéma lié à l'égalité homme-femme. On travaille également sur les problématiques de développement durable. On réfléchit en ce moment aussi sur les transitions environnementales et sociétales de l'université. On essaye de consolider également un schéma directeur d'accessibilité de type numérique. Bref, on est sur une accessibilité vraiment de type universel pour être une université, mais surtout une société inclusive. Ce qui gêne un tout. Oui, je vais juste finir sur ce qu'il faut montrer et révéler quand même. Il ne faut pas montrer qu'un aspect enthousiaste. Il y a du mieux. C'est assez compliqué, on parlait de représentation, il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, quand on se saluait, on disait « comment allez-vous » du ventre. Donc, vous voyez, on biologisait l'individu, on était sur le côté très stigmatisant du corps ou de l'esprit. Et souvent, on était associé aux monstruosités du corps, on excluait la personne handicapée ou les tares de l'esprit. Et donc, je pense qu'il y a un gros effort encore à faire qui est vraiment collectif et pas de certains pour essayer de rendre visible ce qui est invisible et laisser
le choix aux personnes handicapées de se rendre visibles ou pas. Et donc, il faut qu'ils aient toute la connaissance et la confiance du lieu dans lequel ils officient. 80% des handicaps sont de type invisible. Donc, on arrive devant 3 difficultés, 3 obstacles, pour arriver parfois à ces fameux 6%, même si j'aime pas les quotas. C'est une invisibilité est-elle choisie? Est-elle subie? Et à partir de là, est-ce que la personne, en toute connaissance de cause, eh bien, va oser justement peut-être se déclarer, va comprendre qu'elle est autrement capable, mais elle est exactement comme les autres. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et au-delà du vivre ensemble, je pense qu'il faut du faire ensemble. Faire ensemble propose justement des liens. Voilà, le vivre ensemble, on le fait tous, on est sur une planète, on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment en interaction. Faire ensemble, c'est de l'interaction. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Et le management évolue aussi dans les compétences psychosociales. Peut-être on pourra en reparler après. Merci Eric, je sens qu'avec vous, on est parti dans les hautes sphères, mais je voudrais revenir quand même dans des questions qui sont peut-être plus des questions de posture de management qu'on a commencé à aborder. Vous avez évoqué les uns et les autres d'ailleurs le poids de l'équipe. En fait, manager la diversité, c'est pas manager uniquement les personnes qui sont soi-disant différentes ou peut-être plus fragiles ou qui peuvent avoir un certain nombre de difficultés, que ce soit fonctionnelles, physiques, visuelles, etc. Comment ça se passe avec les autres? Quand on est un manager, qu'est-ce qui se joue dans le management de la diversité auprès du reste de l'équipe, Olivier? Ça se joue effectivement. On est sur une équipe, il faut créer, on va dire, l'assemblage, l'alliage, et puis il peut y avoir des séquences dans le management où, et c'est quelque part le grand classique, on travaille et on fait avec l'autre, pour reprendre ce que disait Eric. Et c'est vrai que là où il faut être vigilant, c'est qu'effectivement, on peut avoir le réflexe de dire, bon voilà, j'adapte, je me focalise effectivement sur le moyen de pouvoir faire que cette personne en situation de handicap, quelque part, interagisse pleinement, travaille au quotidien. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire perdre d'horizon le fait que, voilà, il y a aussi le regard de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on adapte éventuellement? Pourquoi lui, il a droit à un fauteuil comme ci, alors que moi, je me tape un fauteuil qu'on n'a pas changé depuis 5 ans? Et c'est vrai que quelque part, il y a cette importance justement comme tout à l'heure parlait Eric, d'inclusion. Voilà, il faut à un moment donné se dire, ok, mais en réalité, c'est une personne parmi d'autres. Il y a cette adaptation et il faut avoir aussi l'accompagnement par moment vis-à-vis du reste de l'équipe. C'est vrai que je vais vous citer un exemple que je trouve assez intéressant parce que quelque part, ça a reprojeté complètement un regard différent. On a une personne également la plus, on va dire, avec un problème fort là, de mobilité, qui travaille quasiment exclusivement chez elle et qui, à l'occasion, allait de 1 ou 2 journées par an sur une journée, on va dire, plus séminaire DSI, venait dans les locaux. Cette personne-là, dans son envie, elle aimerait pouvoir passer au moins une journée, une demi-journée par semaine et être en contact physique avec les personnes de l'équipe. Et donc, cette personne-là, depuis forcément des années, travaille à distance, travaille avec le système de visio, etc. Et on va dire en février dernier, effectivement, il y avait cette particularité, il y avait eu à adapter un petit peu l'organisation de travail au niveau de l'équipe, mais cette équipe-là, qui est une petite équipe de 3-4 personnes, avait trouvé ses rituels. On avait la personne à distance chez elle et on arrivait à communiquer plus, on va dire, par écrit, parce qu'effectivement, il pouvait y avoir aussi d'autres soucis d'élocution. Mais du coup, ce fonctionnement, on va dire, à travers la messagerie, le chat, la vidéo, c'était un peu stigmatisé autour d'une petite équipe. Et là, forcément, on le voit bien d'ailleurs dans ce moment, on est tous projetés dans ce mode distancié. Et finalement, quelque part, cette petite équipe, elle était en avance de phase. Finalement, elle avait, entre guillemets, je ne vais pas dire tout compris à ce qu'aujourd'hui on vit depuis mars dernier avec les épisodes de confinement. Et finalement, c'est intéressant de se dire, voilà, cette équipe-là, elle peut aussi nous apprendre sur de la façon dont on doit aujourd'hui fonctionner en équipe et comment on essaye d'articuler le fait de toutes ces personnes projetées dans un mode de travail, ce que l'on dit plus en mode télétravail. Et bien voilà, le manager, on le voit bien, toutes les résistances qu'il peut y avoir à imaginer que le collaborateur, chez lui, est-ce qu'il fait bien le boulot que je lui ai demandé, parce que je ne le vois pas, parce que je ne peux pas passer là comme ça, de façon impromptue, le voir dans son bureau. Et bien ça crée des doutes, ça crée des questions. Et bien finalement, l'anecdote de cette petite équipe qui avait déjà ce fonctionnement-là, qui avait déjà toute la confiance et toute la logique de fonctionnement, eh bien c'est quelque chose sur lequel
on a appris et finalement, on a projeté ça sur l'ensemble des équipes et de la direction finalement. Et c'est vrai que l'accompagnement, c'est important pour la personne qui a besoin justement d'adapter son environnement, mais c'est également important pour que tout à chacun, la reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, et pour reprendre l'exemple que je citais sur la personne avec le trouble psychique, là effectivement, c'est plus compliqué parce que là, il y a un regard et il y a de l'incompréhension vis-à-vis des collègues en disant, mais finalement, pourquoi cette personne-là, on ne lui demande pas d'aller bosser le samedi matin parce qu'il y a une intervention sur le réseau, et pourquoi c'est moi qui m'y colle, etc. Et là, voilà, il peut y avoir d'autres séquences de management où il faut arriver justement à expliquer. Enfin, c'est beaucoup finalement, à la fois, il ne faut pas mettre tant de tabous que ça. Après, on n'est pas obligé non plus, on ne va pas tout déballer, on ne va pas tout raconter, mais en tout cas, il faut lever certains tabous, il faut dire, arriver à dire simplement les choses. Bon, là, ce que je dis là, c'est facile à dire, des fois à faire, c'est pas si simple, hein, mais en attendant, c'est sur le terrain de cette reconnaissance, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure, elle était bipartite, mais dès qu'on y met l'équipe, voilà, elle est pluripartite. Enfin, il faut adosser tout ça avec le reste des collègues. Je note effectivement que le laboratoire d'expérience auquel je faisais référence, c'est aussi se servir de ce que nous avons dû peut-être mobiliser pour des personnes qui demandent un peu plus d'attention. Et en fait, cette individualisation, elle nous fait peut-être nous rappeler que le management, eh bien, ça passe aussi par la capacité à se préoccuper de chacun et du collectif en même temps en tant que manager. Eric, rapidement, en quelques mots, je vous laisse la parole, mais il sera temps ensuite de conclure et je voudrais aussi poser une dernière question à Fabrice. Eh bien, je pense que la pandémie, justement, a été peut-être un accélérateur de comprendre que certaines personnes empêchées, qui sont chez eux en télétravail, le télétravail, on peut être quelqu'un d'efficace au travail. Donc, je pense, et ça a pu aussi aider une certaine minorité, en tout cas. Et je pense qu'il a complètement raison de dire qu'en effet, il faut de la reconnaissance. Et la reconnaissance vient si il y a plus méconnaissance de la personne et son environnement. Parce que, vous voyez, une personne, par exemple, qui a des conséquences liées à son altérité, liées à la fatigabilité, ça se mesure pas, ça se voit pas, la fatigabilité. Donc, c'est suspicieux, un peu comme le télétravail avant les épisodes du mois de mars. Faut pas oublier aussi qu'une personne, parfois, a des soins en amont de son travail et après son travail. Et donc, c'est toute cette charge qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut en effet aller vers l'autre. Et j'ai vu une petite question sur le chat concernant les formations des managers. Eh bien, de plus en plus, les formations vont sur le développement des compétences justement comportementales liées au savoir-être et beaucoup moins justement au comportement qu'on appelle de type technique. Et les comportements techniques enferment et justement et évitent de la créativité et stigmatisent souvent les personnes qui sont autrement capables. Voilà pourquoi c'était important de le souligner. Merci Eric. Alors je sais que vous utilisez même des serious games pour essayer de mobiliser l'attention des uns et des autres sur finalement ce qui compose notre richesse, oui. La diversité. Je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que le temps est passé. Merci à tous les deux, Olivier et Eric. C'était très intéressant de vous avoir et d'avoir votre regard croisé, voilà, de cette université qui essaye de faire avancer les choses et qui parfois a des vrais succès, même si j'ai bien compris aussi que tout n'était pas rose et qu'il fallait pas non plus croire que le monde était facile une fois qu'on avait juste capté 2 ou 3 choses, mais qu'on devait chaque fois remettre la main à l'ouvrage et prendre conscience, on va dire, de la complexité des relations, mais en même temps de cette richesse. Fabrice, peut-être avant de conclure, un dernier mot, voilà, un peu transversal sur ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que vous souhaitez peut-être en tirer comme enseignement en particulier? Alors oui, donc déjà je remercie Monsieur Dugas et puis son collègue. En fait, effectivement, c'est précieux effectivement que des employeurs viennent témoigner de leur expérience, de leur questionnement également. Et du coup, pour faire une sorte effectivement de bilan général de cette matinée, je pense que voilà, il y a ont été mis en introduction effectivement des évolutions, on va dire légales, réglementaires, tout un ensemble de textes, d'obligations, et qu'en regard, en fait, on est dans l'humain, on est dans dans l'activité quotidienne, et donc du coup, ce sujet-là qu'on a évoqué ce matin, c'est l'occasion, je pense, pour tous, en fait, de se dire comment on peut améliorer nos pratiques, nos fonctionnements,
dans un cadre qui évolue, hein, mais qui, à mon sens, je l'ai déjà dit, évolue plutôt favorablement, puisqu'en fait, il y a quand même pas mal d'outils qui sont proposés. On a évoqué, par exemple, sur du handicap non visible, il faut rappeler que, par exemple, on a le dispositif d'emploi accompagné, hein, qui est quand même un dispositif voilà, qui est assez structurant et assez innovant, hein, puisqu'en France, voilà, on s'est inspiré un peu de modèles anglo-saxons. Et donc, du coup, voilà, il y a des tas d'occasions en fait de rencontrer la diversité. Et a été évoqué le Duodé. Ah, donc, par exemple, pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une des régions les plus mobilisées sur Duodé, et notamment dans la fonction publique. Hein. C'est plus de 150 employeurs cette année qui ont proposé des duos, et plus de 250 duos qui se sont réalisés. Et donc, voilà, si j'ai un exemple à donner, c'est que du coup, on peut accueillir une personne en situation de handicap, notamment, par exemple, à l'occasion du Duodé, hein, qui vient de se dérouler. On peut aussi accueillir une personne pour des périodes de mise en situation professionnelle. Hein, on a nos partenaires Cap Emploi, en fait, qui permettent d'accueillir des personnes. Il faut oser. Il faut accueillir. Il ne faut pas se dire que c'est impossible de faire. Il faut, ce qui a été évoqué, je pense, se dire quels moyens je me donne, voilà, pour accueillir une personne en situation de handicap. Dans les moyens, il y a des outils techniques, mais il y a surtout, et oui, effectivement, nos modes de fonctionnement, notre capacité en tant que manager, ou l'entourage professionnel, le collectif de travail, en fait, à comprendre en fait qu'on est dans le champ de la compensation du handicap. Et c'est ça qui est déterminant. Hein. Il y a un cadre légal qui le rappelle. Et donc, voilà, je pense que le management, c'est une expression, c'est la croisée des chemins. C'est vraiment l'endroit en fait où on peut avoir le levier qui permet de faire progresser collectivement l'ensemble des professionnels et puis des acteurs de la vie professionnelle. Donc, je pense que voilà, le témoignage de l'université, c'est un témoignage intéressant et j'encourage aussi des employeurs qui ont des pratiques en fait qui auront permis de progresser dans cette ouverture, de proposer leur témoignage. Hein. Je ne peux qu'inciter effectivement le témoignage du Café Joyeux. Vous voyez, ça donne le sourire, ça donne la pêche. Le témoignage de l'université, ça prouve que voilà, on peut avoir des satisfactions en fait dans la démarche. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais tout est faisable. Hein. Il n'y a rien d'impossible. Merci beaucoup. C'est ça que je veux retenir en fait cette matinée, c'est que on a des outils, on a des interlocuteurs, hein, internes et externes, et le manager, il est pas isolé. Il faut qu'il puisse être appuyé et aussi s'emparer des outils qui sont disponibles. Merci beaucoup, merci à chacun de vous, à l'université de Bordeaux, Éric Dugas et Olivier Ripon, extrêmement intéressant. Merci à vous Fabrice de nous avoir éclairé bien sûr en tant que représentant du FIPHFP de votre regard particulier. Merci au Café Joyeux et à son témoignage joyeux d'ailleurs, hein, et plein d'espoir. Merci à la plateforme RH, à Laurence Tartour qui nous a donné aussi quelques éléments extrêmement intéressants au début pour leur intervention. Emeline ne nous a pas rejointe, mais elle est derrière. Vous voyez, elle s'occupe du chat, elle envoie un certain nombre de liens. Vous savez, vous avez plein de ressources possibles. Et puis, on reste bien sûr en contact. On a un certain nombre de rencontres qui vont se dessiner au cours du semestre 2021. Donc, nous serons heureux de vous y retrouver. Merci de nous avoir suivis les uns et les autres. Vous étiez assez nombreux et vous avez été très participatifs, notamment à travers le chat et vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.